Je clappe. Bonjour à tous, c'est Nico de Mindfit Bruxelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on accueille un invité, pas n'importe quel invité, mon préparateur physique, Vincent Breyer. Vincent, une brève présentation peut-être? Tout d'abord, salut Nico, hein, ça fait déjà longtemps qu'on ne s'était pas vu, donc je suis content d'être venu aujourd'hui à Bruxelles, d'être revenu un petit peu sur, euh, sur la zone de Bruxelles et de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui, malgré le fait qu'on échange Ouais, quotidiennement quotidiennement, forcément. via WhatsApp et tout ça. Une brève présentation de moi, donc je vais commencer un petit peu par mon parcours, j'imagine. J'ai commencé le sport à 19 ans, un petit peu sur le tard. Dans mon choix d'études et de cursus, je me suis dirigé vers des études en éducation physique. Et donc, je me suis développé dans ce domaine-là, me menant de fil en aiguille à m'intéresser de plus en plus à la performance de haut niveau et à la programmation, la périodisation. Ouais, tout à fait. Je suis en train de bugger. Ouais, mais c'est pas grave, de toute façon, écoute, tu peux bloguer autant que tu veux. Hein. Je veux dire, c'est normal d'avoir une conversation qui n'est pas robotisée. Donc, Oui, aussi. tu vois, C'est s'il y vrai. a des E ou quoi que ce soit, Voilà, et c'est vrai. que. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que je me faisais une remarque en plus. Je vais faire un petit aparté, même avant d'avoir commencé le sujet. C'était que me dire, tu peux apporter le meilleur contenu du monde sur un travail vidéo, meilleure qualité vidéo, super contenu, etc. Tu auras toujours un gars dans les commentaires qui va faire. À 25 minutes 17, il a fait E. Mais, donc on s'en fout, c'est tout à fait normal. Et puis si tu bugs encore, moi je vais bugger aussi, donc voilà, tranquille Ça quoi. va. Et du coup, au niveau de mon parcours, je me suis développé dans cette idée d'essayer de comprendre au mieux la science du sport et de pouvoir voir comment est-ce que je pouvais amener quelque chose pour aider les sportifs en Belgique et travailler dans ce domaine-là. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on va pas parler de ton parcours, on va parler de dopage, donc pour ceux que ça intéresse, restez bien à l'écoute. Il s'est passé quelque chose de très spécial pour moi, comme victoire personnelle, le 10 Dernièrement, mars, tu le sais. bien sûr. Pour certains, c'est qu'une qualification au championnat d'Europe et championnat du monde, et c'est pas la première fois que je me qualifie. Mais par contre, j'ai atteint un niveau que je courais après depuis 3 ans et demi, et ça aurait pas été faisable sans toi. Une grosse réussite. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Alors que j'ai le papier officiellement ou pas, j'ai enfin atteint le niveau Master Sport World Class, et j'en suis super fier parce que ça fait quand même 3 ans et demi que je cours après. Et ça aurait pas été possible sans toi, donc j'ai un petit cadeau pour toi. J'ai un petit cadeau pour toi, et je vais en profiter pour faire un placement de produit parce que tu sais que j'ai lancé une société. Ah, il faut. Je sais que tu as lancé une société avec Rico. Voilà, sur les snacks et boissons saines. Donc ça va faire plaisir. On est juste là pour se faire Non, bien plaisir sûr. par rapport à ce C'est- sujet. C'est Donc, clair. s'il te plaît, Vince. Ma première boîte Food Fit. Voilà, tout à fait. En plus, on en parlait il y a peu de temps. Et je me suis dit que c'était la meilleure manière de. Excellent. Tu De- veux faire un unboxing Bah, en direct en vidéo? pour moi, c'est bon, mais voilà. Mais si jamais ça intéresse quelqu'un, Bah, en écoute- tout cas, bah voilà, ils bah, savent écoute, qu'ils peuvent je vais nous faire un contacter sur un. Je vais faire un unboxing sur Instagram que je partagerai. Merci, Footfit. Comme ça, je Merci, pourrais faire un Mike. placement. Merci, Rico. Merci Foodfit, merci Rico. Donc voilà, bah écoute, ça me Excellent. fait super plaisir. Ouais, ça fait Merci, super plaisir. merci encore parce que franchement, Bah. c'était un objectif de carrière que je visais depuis perpète, quoi. Donc voilà. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Ça marche? C'est clair, ça marche. Donc tu me disais que oui, tu programmes forcément, tu programmes pour moi maintenant depuis 3 ans et demi, hein, je pense, parce que officiellement ma première compétition était en 2018, 3 mars 2018, quelque chose comme ça. Mhm. Mais on programmait déjà avant, hein, donc vers On a 2017. commencé fin 2017. Ouais, tout à voilà, fait. donc on peut dire que ça fait 3 ans et demi, clairement. Et puis, savoir un petit peu également ton parcours, parce que j'en parlais déjà dans le précédent podcast avec Hans. S'il nous regarde, à mon avis, il nous regardera. Donc, salut Hans. C'était la différence entre coach et préparateur physique. Savoir que, évidemment, il faut pas dénigrer. Il faut faire, même avant de dénigrer, juste bien comprendre la différence entre les deux. Est-ce que tu sais expliquer un petit peu Bah, de quoi il s'agit? Oui, donc en fait, dans le cadre du développement d'un sportif de haut niveau, il va y avoir toute une structure et une équipe, on va dire, de professionnels et qui sont professionnalisés dans une spécificité. Donc il va y avoir un médecin du sport, par exemple, il va y avoir un kiné qui va pouvoir suivre l'athlète, il va y avoir un coach technique. Donc, qui lui va apporter son expérience dans le sport, spécifiquement aux gestes et à la gestion du sport en lui-même. Et il va y avoir normalement un préparateur physique ou un professionnel, on va dire, en programmation. Ouais, tout à fait.
Donc la préparation physique, ça va être quoi? Ça va être l'utilisation de différents outils via la musculation ou via d'autres formes d'entraînement qui ne sont pas directement liés aux gestes techniques et au sport en question, mais qui vont pouvoir, par un autre moyen, donc aider à améliorer la performance de l'athlète. Donc l'idée, c'est vraiment comment est-ce que je vais pouvoir améliorer la performance de l'athlète sans directement pratiquer mon sport. Donc par exemple, chez un sprinter, comment est-ce que je vais pouvoir améliorer sa performance sur 100 mètres sans lui faire faire des répétitions en fait de 100 mètres. Parce qu'à un certain moment, voilà, on va essayer d'aller chercher tous les différents aspects et toutes les différentes petites choses qui vont pouvoir aller vraiment aider l'athlète à se développer au maximum dans son sport et donc dans son geste technique, Ouais, dans tout sa à fait, performance. tout à fait. Donc la préparation physique, on va dire, et la programmation, ce sont deux choses qu'on peut séparer en réalité. Parce que la préparation physique, ça va être très axé sur le terrain. Donc ça va être de la musculation, par exemple, mais Mhm. spécifique à l'entraînement. Alors que la programmation et la périodisation, ça va être comment gérer les efforts au cours d'une saison sportive et comment aménager la saison sportive d'un point de vue du placement des entraînements, d'un point de vue de je vais travailler plutôt telle qualité physique à tel moment et telle qualité physique à tel moment, afin que l'athlète atteigne son pic de performance au bon moment pour qu'il puisse gagner sa compétition, atteindre son objectif, la qualification aux Jeux Olympiques, la qualification pour un championnat d'Europe ou autre. Tout en prêtant attention en plus à son style de vie en dehors de l'entraînement, Oui, quoi. bien sûr, c'est ça. C'est ça Donc, qui est parfois très compliqué parce que de plus en plus, c'est ça qu'on remarque, c'est que les gens disent ouais, il est athlète professionnel, il gagne bien sa vie, sauf qu'en fait, dans la majorité, en tout cas ici en Belgique, dans la majorité des cas, même si les athlètes compétent à niveau professionnel, on ne sait pas en vivre. c'est compliqué. Il y a certains sports où on sait en vivre, les sports les plus populaires, le Ouais. tennis, le foot, le golf. Bon, en Belgique, voilà, Et on donc fait pas souvent, mal de sports automobiles. c'est là que je voulais en Mais venir, c'est que souvent, c'est des chefs d'entreprise et qu'on sait qu'à quel point la vie d'entrepreneur, c'est parfois très compliqué. Et se dire, ok, le programmateur, il doit prendre en compte tout ça, en c'est fait. ça. En fait, dans la personne qui va périodiser, donc qui va faire le programme d'entraînement, va devoir prendre en compte non seulement les qualités à travailler, Ouais. les besoins de l'athlète, mais aussi son environnement social, son environnement de travail et sa vie de tous les jours, parce qu'il y a une accumulation de fatigue, il y a une accumulation de différents facteurs émotionnels qui vont aussi pouvoir jouer sur la performance. Et donc, c'est vraiment un travail, on va dire, d'observation. D'observation de l'environnement à tout niveau du sportif pour pouvoir gérer au mieux le tout et pouvoir aménager au mieux le tout. Parce que évidemment, un sportif qui est, on va dire que théoriquement, pour améliorer telle performance, il va falloir, pour améliorer telle qualité physique, tu devras faire 5 entraînements sur la semaine. Mais en pratique, sur le terrain, si toi, t'es crevé parce que tu vas travailler 12 heures par jour en tant qu'indépendant, tu vas accumuler de la fatigue et quelque part, tu vas moins progresser que si je te faisais un programme allégé. Donc c'est vraiment la capacité à pouvoir essayer de prendre un maximum tout en compte. Et c'est là que la communication d'ailleurs entre l'entraîné et l'entraîneur va être très importante pour la gestion de Pour tous moi, ces paramètres. c'est clair qu'elle est primordiale. D'ailleurs, tu le sais que je dirais pas qu'on s'est pris le bec, mais qu'il y a des fois on n'était pas tout le temps d'accord et que tu as été à l'écoute à ce moment-là. Parce qu'il y a des fois, c'est vrai que je t'ai haï du plus profond de mon cœur, quoi. Quand je voyais du double tout le temps et que je me sentais éclaté en fin de semaine. Enfin, quand je dis du double, c'est du double kettlebell à Ouais, ouais, projeter. ouais. Donc, ok, à 2 fois 20, 2 fois 24, ça va, ça reste léger, c'est pas très compliqué. Mais quand tu as des 2 fois 28, 2 fois 32, 2 fois 34 parfois, ou alors des clean and jerk à 40, à un bras, tu te dis, ouais, il y a un moment, je fatigue. Et c'est là qu'en fait la communication rentre en ligne de compte. Il y a toujours des adaptations. Et la preuve, c'est que ça paye depuis 3 Ça ans et demi, paye. quoi, tu vois. Moi, je suis super content. Et je faisais espérer que les objectifs que je me suis fixés, tu le laissais, hein, ils sont Ils high sont level. assez élevés. Bah, Ceux que tu as fixés d'ailleurs 6 heures à peine après avoir déjà atteint le dernier objectif, hein. Donc tu sais je comment tiens à je fonctionne. préciser que Nicolas, c'est ce genre de personne-là. C'est le genre de personne qui atteint un objectif qu'on visait depuis donc 3 ans et demi. Ouais. Je lui dis qu'il peut prendre du repos. Et à 2 heures du matin, il va m'envoyer un message pour dire bah, j'ai fixé les nouveaux objectifs, coach. Donc qu'est-ce que je mets en place maintenant pour... c'est ce genre de personne. Bah oui, mais en même temps, c'est. Encore là maintenant, j'ai la tête dans les nuages, hein, je suis super content, mais je me suis dit, tu vois, j'ai atteint quelque chose
qui pour moi était presque impossible à atteindre. Mais je me disais qu'il y avait encore une infime possibilité de l'avoir. Et là, je l'ai eu. Non seulement je l'ai eu, bon, ok, de manière officieuse, mais je me dis, putain, mais en fait, ça m'a débloqué quelque part une nouvelle parcelle dans ma tête en me disant, en fait, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Maintenant, dans ma tête, tu sais que je vise plus la barrière des 1850 points sur le pentathlon en kettle. Ouais, On ouais. va pas expliquer ce que c'est le pentathlon en kettle, mais là, je vise la barrière des 2000 points. Bah, c'est-à-dire que l'objectif paraissait dans un premier temps pas inatteignable mais Ouais. difficile d'atteinte. Et là, à l'heure actuelle, après ta performance de mercredi dernier, ben, on est Ah ouais, aussi clairement. bien toi que moi, on est conscient qu'il y a encore une grosse marge de progression Une qui énorme fait que, marge, ouais. au final, dans un an, ces 1851 points, ce sera quelque chose, pas de dérisoire, mais on en rigolera bien. On dira, bah, au final, c'était pas si compliqué que ça de Ouais, faire vraiment. 1850 points. Mais après, c'est ça qui est beau, c'est se dire, bon, je t'avoue que je me suis quand même reposé jusqu'à fin de semaine parce que j'avais les mains éclatées de toute façon. Mais là, j'attends qu'une chose, c'est C'est reprendre, nécessaire. hein, c'est reprendre, tu Bah, vois. dès demain, hein. Bah voilà, donc c'est Donc une là, bonne on est chose. dimanche, dès demain, t'es au charbon. Maintenant, il y a le vif du sujet il y a tout le monde qui aimerait qu'on en parle. Et je vais l'aborder de cette manière-ci, concernant le dopage. Si moi, demain, je viens te dire, écoute, Vince, la kettle est passée aux Jeux Olympiques, parce que tu sais qu'à un moment c'était pour parler et tout ça. Moi, je vais être champion olympique. Je sais que dans ma tête, je peux le faire. Si je vais un jour aux Jeux Olympiques, imaginons que c'est accepté, je sais que je peux le faire. Je sais que je peux être champion olympique. Pour moi, c'est clair. J'irai pas pour participer. Et s'il n'y a pas, ben il n'y a pas, c'est pas grave. J'irai plusieurs fois au mondial. Mais si je te dis, je suis prêt à me doper pour ça, et quoi que tu dises, quoi que tu fasses, je le ferai. C'est ça, Comment tu donc réagis? là, tu soulèves une problématique qui est complexe et on va pouvoir s'étaler dessus. Donc, on va pas du tout parler des coachs et des entraîneurs qui, pour moi, manquent totalement d'éthique et qui vont, i- on va dire, inciter leurs sportifs à se doper ou même doper leurs sportifs sans que les sportifs en soient conscients. Donc, il y a eu plusieurs cas dans le monde du cyclisme et dans d'autres sports où on s'est retrouvé avec des jeunes sportifs dopés sans que eux-mêmes en soient conscients. Ici, ce que tu présentes, c'est vraiment comment est-ce que moi je L'athlète, réagirais en tant voilà. que coach si j'ai un athlète qui me dit, écoute, je vais me doper, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, je vais me doper avec ou sans toi. Donc, d'un côté, j'ai envie de dire, il va y avoir, il y a plusieurs possibilités et c'est très compliqué en tant que coach de, 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 de faire un choix, de prendre sa décision à ce niveau-là parce que, bah déjà, Tu dois éviter les préjugés. bah, c'est surtout que je vais éviter. Il y a deux choses. Il y a la santé de l'athlète et comment mon athlète se porte, mais aussi comment est-ce que moi je me préserve en tant que coach. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, la première réaction que je pourrais avoir, c'est dire, bah, si tu décides de te doper, ce sera sans moi, et donc moi je vais fermer les yeux et je t'entraîne plus en réalité. D'accord? Parce que ça va être quoi? Alors ça va être la réaction du coach qui veut absolument se protéger, parce que d'un point de vue de la justice, parce qu'il peut y avoir aussi des risques Bien sûr, vis-à-vis de la il y a justice, des et on en risques. parlera juste après dans 5 minutes. Donc ça va être la première réaction possible, c'est, bah écoute, si tu veux te doper, tu as l'air tellement déterminé de te doper, je dirai rien à personne, mais je travaille plus avec toi, on arrête la collaboration, je veux pas être mêlé à ça. La deuxième approche qu'il va y avoir, c'est le coach qui va se dire, ok, j'ai quelques connaissances, je suis pas chimiste, je suis pas médecin, j'ai quelques connaissances et je suis assez intelligent que pour savoir que si mon athlète va se doper, il y a des risques à plusieurs niveaux qui se mettent en danger. Ouais. Et donc, je vais essayer de le conseiller dans le sens où je vais essayer de le conseiller pour qu'au moins il se fasse suivre par un médecin, de voir qu'est-ce qui se passe, comment il fait, ce qu'il prend, à quel point est-ce qu'il va se mettre en danger, et essayer de préserver en fait la santé de mon athlète. Sachant que la problématique, c'est que si je fais ça, et que je continue donc à t'entraîner et à t'aider à atteindre tes objectifs, aller aux Jeux Olympiques et tout ça, je me rends automatiquement complice d'un délit qui est l'utilisation de substances non autorisées Exactement. parce que ben on peut le dire, donc ça reste des drogues, donc le dopage reste l'utilisation de substances qui sont interdites et à la vente et à l'achat, donc ça reste des drogues et donc on se rend automatiquement complice d'une utilisation
Ce qui est un sujet qui est très sensible. Et ici, il faut juste bien préciser qu'on n'est pas en train d'inciter à Ah non, consommer, non, mais du tout, on est du en tout. train vraiment de D'ailleurs, parler d'une relation spécifique entre le coach, enfin pas le coach, mais voilà, la personne encadrant dans l'objectif dans l'objectif sportif et de son athlète. c'est Donc, très compliqué parce que d'un côté, il y a euh, si je parle de moi-même en tant que coach, il va y avoir le coach en moi qui va avoir envie de préserver à 100% la santé de mon athlète. Et en même temps, comme on le sait très bien, le sport de haut niveau, ce n'est pas quelque chose de bon pour la santé. Le sport de très haut niveau, c'est quelque ouais, chose c'est où vrai. on met son intégrité physique en danger. Ouais, tout à fait. Et, et donc, c'est vraiment une réflexion qui est compliquée à avoir parce que il va falloir à un moment peser les pour et les contre. Aussi, en tant que coach, on a envie d'avoir un certain palmarès. Donc, avoir un certain palmarès pour nous, c'est avoir entraîné certains athlètes de très haut niveau et que eux, ils gagnent des médailles parce que notre palmarès, c'est aussi vos médailles quelque part, même si moi, c'est quelque chose que j'aime pas Bien trop sûr. afficher. Donc voilà. Mais c'est en fait, et quelque part, tu vois, d'un point de vue extérieur, on peut avoir aussi l'avis de la personne lambda. Ce n'est pas du tout péjoratif de dire ça, hein. C'est qui ne comprend pas, qui pourrait simplement se dire, ok, je veux dire, tout ça pour de la reconnaissance et une médaille en plastique, enfin en plastique ou une très belle médaille, on s'en fout au final. Alors qu'il gagne pas sa vie avec ça, mais c'est pas le sujet. Il y a un moment, quand tu fais un truc et que tu vois que tu commences à être bon et que tu veux te tester et que tu arrives au haut niveau, la seule chose que tu demandes, c'est savoir dépasser tes capacités. Et moi, je le sais parce que je suis en plein dedans, donc je peux émettre cet avis-là. C'est que comprendre à quel point ta limite, tu pensais avoir une limite, elle est dépassée. Ça te fournit un bonheur qui est hallucinant. Et je parle même pas d'argent ou de contrat de sponsoring ou quoi que ce soit, Bien je m'en sûr. fous. C'est juste que tu as réussi quelque chose que la plupart des personnes n'auraient pas réussi à faire. Et tu te sens un petit peu quelque part, je dirais pas comme une légende ou un surhomme, mais tu te sens en dehors de la moyenne. Tu vois? Et Oui. c'est tellement un sentiment fort et quelque chose de grandiose en fait, hein, quelque part. Tu te dis, je sais que la majorité des gens ne peuvent pas faire ce que j'ai fait. Et j'en suis ravi. J'ai du bonheur rien que pour ça, tu vois. Donc, c'est parfois compliqué, c'est ça que je voulais dire. C'est parfois compliqué de comprendre pourquoi se faire autant de mal, en fait, quand on voit Ah oui, ça de bien sûr. l'extérieur, tu vois. Et pourquoi se doper pour atteindre des limites, si ce n'est pour ne pas gagner de l'argent. Mais je trouve que c'est aussi quelque part réduit parce qu'il y a tellement de facteurs psychologiques, tu vois, quand tu te sens bien vraiment et que tu cherches encore plus à aller chercher de la performance, etc., à savoir jusqu'où tu peux aller, tu es dans un engrenage que la majorité des gens ne peuvent pas comprendre. Bien sûr, mais je pense qu'on peut comparer ça au développement d'une entreprise où C'est il exactement y a, ça, il y a un c'est côté, exactement ça. il y a certaines personnes, je pense, sur Terre qui ont envie, qui ont besoin de se surpasser, qui ont besoin d'atteindre des objectifs, qui ont des ambitions auxquelles elles ont besoin de répondre. Et ces objectifs, ces ambitions, en général, ce n'est pas ce que la majorité, ce que 99% des gens vont faire. Ça sort Du cadre. du cadre normal de vie et ces personnes sont prêtes à tout pour les atteindre. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est comme des défis personnels. Et j'ai remarqué ça aussi chez des grands sportifs ou même des grands entrepreneurs, tu vois. C'est-à-dire que le but premier, parfois, c'est pas se dire, j'aime bien comparer, enfin, c'est pas la comparaison, c'est pas se dire, je vais faire 1 million d'euros, Bien tu sûr. vois. Mhm. Parce que quand tu vas atteindre ton 1 million d'euros, tu seras content. Tu vois, on en parlait un petit peu, sauf que c'était dans un autre état d'esprit. Donc, le but, c'est pas se dire, je vise le 1 million d'euros, je serai content seulement quand j'aurai 1 million d'euros. C'est toute l'étape que tu as franchie pour arriver à ce 1 million d'euros qui est gratifiant parce que tu as eu envie d'abandonner mais tu l'as pas fait. Il y a des gens qui pensaient que c'était impossible, tu es passé au-dessus de ça. Et quand tu as montré que tu pouvais inspirer des gens et faire rentrer des gens Bien dans sûr. un cercle vertueux, tu te dis j'ai contribué à quelque chose. En Et c'est fait, ça qui est gratifiant en ce fait. que tu essaies d'exprimer aujourd'hui, c'est que la médaille olympique, on va dire la Oui, médaille voilà, c'est d'or, ça. ce n'est pas simplement montrer qu'on a été le meilleur, mais c'est la preuve de tous les sacrifices C'est tout à fait ça. qui ont été commis, si je peux dire ça comme ça, pour
arriver à ce niveau-là. Mais montrer que c'est possible, tu vois. Qu'un petit, tu vois, c'est marrant parce que quand on a commencé en 2018, personne ici en Belgique connaissait le kettlebell sport ou le gyroball Moi-même. sport. Personne. Je veux dire, oui, si, il y avait Jean Van Rissel, et heureusement qu'il n'a pas été borné après le deuxième ou troisième coup de fil que je lui ai passé en disant je veux apprendre. Mais, c'est quand même là de se dire, personne connaissait ce truc. Là, il y a des gens qui commencent à s'y intéresser. Il y a des box de CrossFit qui commencent à s'y intéresser. Donc déjà, tu contribues à quelque chose de nouveau. Et ça, c'est hyper gratifiant. Moi-même, quand tu m'en avais parlé les premières fois, je me disais, mais c'est quoi ce sport? Attends, Et parce il est que en train de me à parler comprendre, d'un c'est pas sport où toujours... on va faire un mouvement répétitif sur 60 minutes, et je comprenais pas moi-même les objectifs, donc j'ai dû analyser tout ça. Ouais, tout à C'était fait. quelque chose je connaissais pas du tout. Et c'est tout à fait particulier. Et donc voilà, c'est là encore une fois où il faut de la communication entre Ouais, le c'est coach et ça, la... c'est ça. Alors, on a parlé un petit peu dopage. On peut approfondir si tu sens des choses à dire déjà à ce niveau-là. Ben, approfondir, donc ce que j'ai expliqué, c'est, je pense que c'est difficile d'approfondir, de dire comment moi je réagirais en tant que coach si la situation m'arrivait. Ouais. Mais en tout cas, j'ai exposé les différentes options qui s'offriraient à moi en tant que coach si ça arrivait. Et c'est vraiment compliqué comme problématique parce que d'une part, ben, de nouveau, on prend ce risque, c'est accepter d'aider ou continuer de suivre, d'aller chercher aussi ce palmarès avec l'athlète, mais c'est au final prendre autant de risques que lui d'un point de vue pénal, d'un point de vue de la loi, mais en même temps ne pas l'aider, ne pas regarder après lui, c'est le laisser peut-être courir à sa perte Et ça peut avoir des dommages beaucoup et plus importants. jusqu'à la mort. Ouais. Je veux dire, c'est aussi simple que ça, hein. Donc, dans le monde du bodybuilding et dans certains sports, il y a certaines morts, que ce soit des morts subites, qui sont arrivées, crise cardiaque ou autres, Ouais, tout à fait. qui sont intimement liées à Et que l'utilisation là, de par certaines exemple, substances. c'est Donc, c'est là que le c'est le préparateur, en fait, sacrifice ultime. mais c'est exactement ça, parce que derrière, si ça venait à arriver, imaginons, c'est là qu'on se dit, ouais, mais si j'avais pris le choix de l'encadrer, est-ce que ça se serait passé ou pas? Autrement. Et donc, forcément, ça amène à de la culpabilité. Et toi, tu dois rester dans la confidence et tu dois rester meurtri dans C'est ta ça. culpabilité, donc c'est compliqué. Donc en tout cas, je pense que la première étape, c'est d'essayer de raisonner, on va dire, comme C'est ça. pour un monsieur et madame tout le monde, c'est à quel point est-ce que tu es prêt à toi mettre ta vie en danger pour une médaille olympique. Et quelque part, essayer de raisonner, c'est est-ce que c'est réellement... t'as des objectifs à atteindre, mais est-ce que c'est réellement intéressant pour toi de mettre ton intégrité et ta santé en danger pour une médaille? Oui, c'est ça ça l'idée, aussi. hein. Et c'est raisonner sans juger. C'est ça qui est Bien sûr. très compliqué, en fait. Parce qu'il y a des fois, on arrive... Et c'est vraiment très particulier. Et j'invite tout le monde à faire le test à un moment. C'est que, enfin, avec un conjoint ou un ami ou une conjointe, peu importe, c'est se retrouver dans une situation problématique sans juger ou sans se projeter dans la vie de la personne. C'est-à-dire aucun jugement, juste de l'écoute active. Parce que Et le on se choix rendra compte à final, quel il point c'est reviendra, compliqué. il est dans les mains de l'athlète quelque part. C'est ça. Si un sportif de haut niveau, déjà de base, il est prêt à tout à tout sacrifier, donc sa vie de famille en général, il est prêt à sacrifier beaucoup de choses pour atteindre ses objectifs. Et bien souvent, il est prêt à sacrifier aussi sa santé et ça passe par là. Donc déjà comprendre ça en tant que coach, c'est important. Et il va falloir Ouais, passer ouais, ces différentes étapes de la relation. Après, quand je dis différentes étapes de la relation coach, athlète, ce genre de situation, c'est quand tu arrives, je pense, à un certain degré de réussite, tu vois, et que l'athlète veut vraiment Mhm. passer au niveau supérieur. Peut-être qu'il a déjà tout gagné, mais qu'il Ouais. veut encore plus, tu vois. Et c'est de l'expérimentation. Parce que l'être humain est comme ça. Il veut jamais cesser d'évoluer. Donc, parfois, il prend des chemins qui sont extrêmes parce qu'il ne peut pas s'empêcher de se dire que on peut atteindre un top et puis que la vie fait que des fois, ce top, eh ben, il diminue, ce qui est normal quelque part. Bah, disons que de toute façon aussi, ce sont les médias et la recherche à la performance
à toujours améliorer la performance, comme tu dis, qui pousse de plus en plus vers le dopage de toute façon. Donc, parce que à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que de regarder une finale de sprint aux Jeux Olympiques avec des gens qui vont sprinter au-dessus des 10 secondes, bah ça n'a plus aucun intérêt, on va dire. Donc, quelque part aussi, il y a ce jeu où plusieurs sportifs sont bloqués là-dedans parce que s'ils veulent pouvoir être médiatisés, ils doivent aller chercher une performance qui est vraiment phénoménale et stratosphérique. Sauf que pour aller chercher cette performance dans de nombreux sports, ben, la voie principale, c'est le dopage, avec tous les autres sacrifices. Hein. Donc, ce qu'il faut surtout dire aujourd'hui, c'est sûr qu'un sportif de haut niveau qui se dope, on va dire, c'est mal. Il faut, c'est mal d'un point de vue de la loi, en tout cas, et d'un point de vue parce que c'est pas quelque chose d'autorisé. C'est mal vis-à-vis des personnes contre qui il va être en confrontation. Donc, à voir comment ça évoluerait, peut-être de voir de. Il y a beaucoup de sportifs qui sont demandeurs de ça, je pense, à l'heure actuelle, Ouais. qu'il y ait même des fédérations où le dopage soit Ouais, autorisé et mais ça, c'est contrôlé. hallucinant, Je veux quelque dire, c'est part. hallucinant, mais il y a de plus de sportifs qui sont demandeurs de ça, parce que quelque part, ils vont faire des compétitions dans des fédérations où ce n'est pas autorisé, mais où ils ont l'impression, en tout cas, que tout le monde en prend. Et du coup, ils y rentrent en se disant, bah, vu que je suis quasi sûr que tout le monde en prend, moi aussi je vais devoir en prendre. Et quelque part, tous les sportifs ont ce mode de réflexion et ils finissent par tous en prendre. C'est. Ouais, c'est un exemple que j'aimais bien prendre, dont j'ai déjà discuté. C'est notamment via la NBA. Donc, quand je regarde la NBA, et le meilleur exemple pour moi, c'était LeBron James. Je vais expliquer un petit peu. Je pense que c'était quand il approchait des 30 ans. À confirmer, parce que je dis peut-être des bêtises, ça fait un moment. Je crois qu'il arrivait du côté de Miami ou que c'était les dernières saisons à Cleveland. Le gars, en l'espace de 2 mois sur l'intersaison, il fait plus 12 kilos de muscles. Toi comme moi. Ah, tout le monde. Tout le monde, je veux dire, t'es pas débutant dans la musculation, tu vois. Je pense qu'à la NBA, de toute façon, ce qu'on peut voir, c'est déjà en début de carrière et en fin de carrière la taille de pointure. Donc, Ouais, je sais pas si tu as déjà regardé ça, mais en général, bon, ils ont une pointure, on va dire 43, donc quand ils rentrent à la NBA, et ils auront pris 2 tailles de chaussures quand ils sortent de la NBA. Donc, sauf que quand ils y rentrent, ils ont terminé théoriquement, normalement, leur croissance et tout ça. Donc, voilà, mais voilà, et là, ce qu'on est en train de relever, c'est l'hypocrisie, on va dire. ben, c'est clair. Mais après, c'est ce que je me disais demain. Imaginons. La NBA, c'est quoi? C'est match de pré-saison. Ok. Ensuite, 82 matchs de saison régulière. Ouais, il me semble que c'est 82. Ensuite, tu as les playoffs, en- avec finale, etc. Et puis parfois, tu as championnat du monde ou Jeux olympiques, etc. Donc en gros, ils ont quoi? 3 semaines. Je parle même plus des entraînements. Ok. Et je parle pas du renforcement qu'ils doivent faire en plus. Donc déjà, à partir de ça, sans parler les trajets côte ouest, côte est, les heures de décalage, le sommeil où ils dorment la majorité dans un avion. Je sais même pas à quoi leur sert une résidence principale arriver à ce niveau-là, parce que de toute façon leur contrat change tout le temps. C'est du placement financier Voilà, tu vois. à leur niveau. Mais c'est se dire comment tu veux qu'un athlète, aujourd'hui, sache de manière naturelle être performant sur 40 minutes minimum par match, 35 à 40 minutes, être performant, taper 25 points de moyenne, dire bon, 5 passes, enfin bref, alors qu'il repart dans un jour et demi dans un autre truc sur la côte qui est différente, avec des heures de décalage au niveau de l'avion, et je ne parle même pas encore de la pression au niveau médiatique, dans le sens où demain, maintenant, on est arrivé à tellement un stade élevé en termes de public, que si on diminue un petit peu tous ces matchs, etc., pour laisser les athlètes se reposer, ben, il y a fort à parier qu'il y a le public qui diminuerait aussi. Si demain les athlètes ne se chargeaient pas, ça serait à mon avis probablement moins impressionnant, dans le sens où quand tu vois des gens qui dunkent depuis la ligne des lancers francs en plein match, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive, tu te fais putain, mais c'est quoi ce truc de fou? Mais en fait, il faut se poser la question de le but de la NBA et de l'organisation de la NBA, c'est quoi? C'est Ouais, d'offrir un show et de faire du pognon. D'accord? ouais,
Eux, tout en haut, ils en ont rien à foutre que l'intégrité, c'est ça qui se passe dans le sport de haut niveau. Eux, tout en haut, à la NBA, les grands patrons de la NBA, ils en ont probablement rien à foutre que, quelque part, même si c'est pas exprimé comme ça, que les sportifs, que leur santé soit mise en intégrité. Donc, ils vont pas penser aux conséquences de prendre aussi peu de repos, aux conséquences aussi psychologiques du fait de ne jamais être présent près de sa famille, tout ça. Eux, ces gens-là, ce qu'ils vont regarder en général, c'est quoi? C'est combien il y a d'argent de circule, combien il y a de personnes présentes dans le public pendant les soirs de match, offrir un nombre de shows. Donc, ce qu'il y a, c'est que s'il y a que 40 matchs sur la saison, au lieu d'en avoir 82, ben, il y a que 40 soirées avec des entrées de public, il y a que 40 matchs qui vont être Exactement. mis à la télé. Donc, et c'est tout un dilemme, hein, c'est toute une problématique où le sport de haut niveau, comme je disais tantôt, c'est offrir un show, c'est la médiatisation du sport de haut niveau qui fait qu'il y a quelque part une perversion qui se fait dans le sport du haut niveau et une hypocrisie généralisée dans la majorité des sports de haut niveau pour pouvoir offrir ce show et répondre à la demande du public qui est quoi? C'est waouh, cette performance, c'est répondre à la demande de la personne qui est derrière sa télé en train de regarder ça et qui est émerveillée devant la performance. Sans que, évidemment, le public soit conscient Ah ouais, clairement, de ça. mais il contribue en plus à ce financement, parce que lui, il est émerveillé, donc forcément, qu'est-ce qu'il fait? Il va payer un pass, ou il va regarder, ou peu importe, tu vois. Bien Donc, sûr. puis sans parler, il y en a qui disent, même, ouais, je ne contribue pas à ce truc, mais si tu prends un abonnement, par exemple, je sais pas, imaginons chez Proximus ou quoi, ou peu importe, et qu'on passe certains matchs NBA, je dis pas que, attention, hein, je dis pas que la NBA a un contrat avec Proximus ou quoi que ce soit, je donne un exemple complètement farfelu, passe certains matchs sur l'année par rapport à la chaîne télé, ben, il faudra parier qu'il y a une commission ou un dividende qui est reversé ou quelque chose. Donc même sans le vouloir, tu contribues à ça si tu regardes juste un match parfois, tu vois. Après, moi j'y contribue, je regarde parce que j'aime le basket, parce que ça me plaît, parce que c'est beau, c'est un beau sport, mais voilà, il y a des fois on est pris dans un engrenage dont on ne se rend même pas compte en fait. C'est ça qui est dingue. Moi-même, je suis émerveillé, c'est ça, hein, quand je te dis, comme tu dis, quand je vais regarder un match ou quoi, je trouve que les actions, bah, telle action va me laisser sur le cul et je vais être là, waouh, Ouais, purée, ce vraiment, mec. mais tu te fais, mais waouh quoi, tu vois, comment il a Mais, fait mais ça? malgré tout, je suis conscient de tous les enjeux qui se cachent Ouais. derrière les performances et Et on s'en tout rend. ce qui se passe derrière dans les coulisses, en fait, Ouais, c'est mais ça. c'est vraiment ça, quoi. C'est assez dingue. Et je voulais parler un petit peu, bah, forcément, on a parlé un peu Kettlebell Sport au début et de ce qu'on a déjà accompli. Et notamment rebondir un petit peu sur un des athlètes que l'on connaît, hein, Marcel Carr, en équipe belge, donc un petit peu le doyen De la de la kettlebell. kettle, et même on pourrait même peut-être inclure Jean, mais il risque de mal le prendre s'il regarde là, parce qu'il n'a que la cinquantaine. Mais c'est parler un petit peu de la sarcopénie, parce que ça inquiète énormément de personnes plus âgées. J'en ai parlé aussi un petit peu avec Mathieu Montes. Ok. C'est se dire, ok, je suis trop vieux pour ces conneries, je peux pas faire de sport. Ou alors, ouais, mais moi aussi, si j'étais jeune, ça c'est une phrase que je n'aime pas. Parce que, ouais, moi aussi, si j'étais jeune, je saurais faire comme toi, ou que tu vois, entendre des choses comme ça, mais parce que maintenant, je suis trop âgé, ça ne va pas, je peux pas faire de sport ou quoi que ce soit. Et on se rend pas compte à quel point c'est un engrenage qui est malsain, aussi bien d'un point de vue mental que physique, Mhm. et comprendre aussi ce qu'est la sarcopénie, qu'est-ce que la sarcopénie et comment lutter face à ça. Est-ce qu'il y a certaines astuces par rapport à la sarcopénie aussi? Ouais. Donc en fait, d'abord, on va expliquer un petit peu c'est quoi la sarcopénie. Ouais. C'est pas quelque chose de directement très spécifique. La sarcopénie, Mhm. ça va reprendre toutes les causes qui sont responsables De du la, cercle vicieux, du déconditionnement chez les personnes âgées et donc de du la perte de... déconditionnement lié à l'âge. Ouais. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que, évidemment, avec l'âge, il y a certaines fonctions physiologiques qui vont perdre de leur efficacité, Ouais. allant de la simple réplication cellulaire qui va perdre de son efficacité, donc la récupération, enfin, le muscle cardiaque va perdre de son efficacité. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'en général, il y a d'abord le facteur motivationnel chez la personne âgée. En vieillissant, je sens que ma performance se réduit, et donc ça me démotive à continuer de m'entraîner, ce qui va faire que comme je suis démotivé à m'entraîner, je vais être en désentraînement, comme un jeune, donc je vais encore plus rapidement
dégraisser d'un point de vue régresser d'un point de vue de ma performance. Au-delà de ça, il y a aussi le fait que une fois qu'on va rentrer à la retraite, j'aurai moins d'activité physique parce que je travaillerai plus en général, hein, chez les personnes âgées. Ici, je parle vraiment en général. Donc, comme je travaille plus, je marche moins dans ma journée, je marche moins au boulot, donc ça va participer aussi au Ouais, voilà. désentraînement. Mes habitudes alimentaires, je vais me diriger plus vers tel type ou tel type de nourriture. Je fais moins d'efforts pour me nourrir correctement, ce qui va participer au désentraînement et donc à, à la perte De à la, masse musculaire, ouais, de fonctionnalité, ouais, enfin, à la diminution en fait d'autonomie ouais, de la voilà, on va personne appeler âgée. ça C'est comme ça, ça. hein, la sarcopénie, c'est la perte d'autonomie chez Oui, la personne âgée quelque parce que part. souvent c'est juste assimilé à de la perte de masse musculaire, mais c'est plus que ça en fait. C'est plus que ça, c'est vraiment plus que ça. La sarcopénie, avec l'âge, ça va être vraiment la perte d'autonomie. Donc je vais perdre en masse musculaire, je vais perdre en fonction, Fonction en cardiaque, fonction vitale, si je peux dire ça voilà, comme c'est mieux ça. comme ça. Mes capacités vitales vont être réduites. Et donc je vais perdre en autonomie parce que ben, simplement avec l'âge, au fur et à mesure, le simple fait d'aller faire mes courses va devenir quelque chose de difficile. Oui, de laborieux, Donc, tout à fait. comment lutter contre ça? Bah déjà, la première chose, c'est de comprendre tous ces différents aspects. Donc, la nutrition qui change, le fait que malgré la baisse de performance, la personne âgée, quelque part, ou la personne vieillissante, elle doit accepter que ses performances réduisent, mais continuer de travailler parce qu'elle doit comprendre que si elle ne travaille plus, ses performances vont réduire encore plus. Et donc, ça va être mettre en place plusieurs choses pour lutter à la sarcopénie. Et je pense que... En fait, c'était juste, tu sais pourquoi j'avais vraiment envie d'attaquer ça? Parce que tu sais que je suis principalement sur le terrain constamment, Ouais. 7 jours sur 7, enfin bref. Et il y a la théorie, il y a la pratique. La théorie, et quand on fait des études et des méta-analyses, pour moi, c'est quoi? C'est que on a constaté quelque chose sur le terrain, et tu pourras compléter ce que je dis, hein, que on a émis plein d'hypothèses, on n'a pas su casser la théorie qui était mise en place, donc on considère que c'est bon jusqu'à ce qu'il y ait eu un développement où on se dit ah tiens ça c'est ce qu'on pensait être juste. En fait, il y a juste eu un moment où quelqu'un a su montrer l'inverse. Alors Ouais. c'est peut-être empirique ce que je vais dire, mais ce n'est pas la première fois et je le constate réellement sur le terrain avec des athlètes confirmés, avec des, quand je dis confirmés, des athlètes pros, des athlètes élites, qui m'ont dit, en fait, on dit souvent qu'à 26 ans, c'est là où j'étais le plus fort, ou qu'on pense que t'es le plus fort, mais ce que je constate, c'est que des personnes à 35, 39 ans, c'est là où ils ont mais leur apogée. En tout cas, dans le kettlebell lifting, hein. Je parle Mhm, dans le mhm. concept du kettlebell lifting, et j'ai jamais vu des personnes aussi fortes entre cette tranche d'âge-là, plutôt que chez les jeunes. Pourtant, chez les jeunes, il y a des super athlètes, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et j'irai même plus loin, c'est que j'ai encore discuté il n'y a pas si longtemps avec Stéphane Dogman qui m'a dit, je suis plus fort à 44 ans que je l'étais à 38 ans. Mhm. Mais en fait, c'est parce que dans la performance sportive aussi, il y a d'autres facteurs que simplement les facteurs musculaires qui vont rentrer en jeu. Je Mhm. pense que toi-même, en tant qu'athlète, tu l'as déjà remarqué, il y a la gestion émotionnelle, Ouais. il y a la gestion du stress, la capacité à faire le travail même quand t'as pas la motivation de le faire. Enfin, il y a tellement de facteurs qui vont intervenir dans la performance. Il y a aussi le rendement de ton mouvement, donc qui est quelque chose que tu vas améliorer au fil du temps avec la pratique et donc avec l'amélioration de ta technique, qui dans le cadre de la kettlebell, comme tu le soulèves ici, comme tu vas effectuer, combien de répétitions tu avais effectué sur 60 minutes en jerk à la dernière compétition? Je sais plus exactement, C'était est-ce que tu te souviens du 1080, chiffre? 1080, ouais. 1080 répétitions, donc en 60 minutes, tu as effectué 1080 répétitions. Et ben si 5 ans, avec 5 ans, on va dire, de pratique technique, tu vas améliorer ton rendement. Donc ça va être quoi le rendement? Ça va être la, La la répétition quantité, par la minute, quantité, en fait, voilà. la quantité d'énergie qui va être dépensée pour réaliser chaque répétition et tout ça. Si tu l'améliores ne fût-ce que de 5%, ça veut dire que juste en améliorant ta technique sur ces 5 années-là, tu vas gagner pratiquement environ 50 reps par rapport Ouais, à... ouais. Donc le rendement va intervenir dans la performance en kettlebell. Donc on ne peut pas du tout s'arrêter à juste le développement de la force, juste le développement du muscle cardiaque. Et aussi souvent les gens
qui vont dire qu'à 25 ans, ils étaient plus forts et que maintenant, ils sont désentraînés. C'est parce que aussi, à un certain moment, ils sont rentrés dans la vie active, ils ont commencé à travailler, ils ont diminué la quantité d'activité physique. Comme on le sait, à l'école, il y a encore du sport qui est obligatoire. La majorité des gens, Ouais. à 18 ans, ils arrêtent le sport, donc ils commencent en fait leur désentraînement dès 18 ans. Enfin, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu dans... Ouais, Je ouais, sais mais pas si je réponds, mais ça à les répond, questions ça répond ou si je suis parfaitement en à train de... ça, et pour moi, c'est important parce qu'il y a des personnes qui sont parfois freinées en fait à ce niveau-là, tu vois. Bon, après, moi, tu tombes sur tout et n'importe quoi, alors c'est un peu péjoratif de dire ça, mais c'est vrai que quand moi j'ai des personnes qui me disent ouais, avant, moi aussi je savais faire comme toi, même mieux. Bon, je me dois d'être un minimum respectueux envers les aînés, c'est normal, mais c'est parce que j'ai déjà ramassé, tu le sais, j'ai ramassé plusieurs fois des critiques comme ça. Bien sûr. Mais des fois, il y a juste mon ego aussi qui a envie de ressortir et de lui dire mais écoute, papy, je suis désolé, mais ferme gentiment ta bouche parce que j'ai été le premier à le faire. Donc, c'est pas possible que tu aies déjà réussi ce que j'ai fait Ouais, de avant, toute tu vois. façon, il faut comprendre que quel est le mécanisme Oui, aussi. psychologique derrière ce genre de remarques, en fait, qui est, eux, ils disent pas ça pour te blesser quand ils vont le dire, en fait, ils disent ça pour se réconforter eux-mêmes Ouais, c'est vrai. dans leur situation, donc voilà. Mais c'est important, c'est vraiment important de le mettre en avant. Et puis ça peut donner aussi pas mal d'espoir aussi à des personnes, tu vois, de parler, Ouais, de parler de ça, parce que souvent on se laisse effondrer dans certaines situations. Je pense qu'aujourd'hui, la crise sanitaire, encore une fois, est-ce qu'elle est prête de se terminer ou pas? C'est un autre débat, on s'en fout. Mais par contre, là où il y a un réel problème, c'est qu'on sait que le sport contribue de loin à lutter contre l'anxiété, de bien manière sûr. générale, anxiété trait, anxiété état, et qu'il y a des personnes qui sont dans des situations de dépression totale. Qui dit situation de dépression dit amour-propre en baisse aussi, Ouais. souvent. Et que quand on dit écoute, fais du sport, ça va te faire du bien, c'est là que parfois tu as des phrases mais non, je suis trop vieux pour ça, ça ne va pas, tu vois bien que ça ne va pas, etc. etc. Alors que ça, c'est juste accélérer un processus malsain qui est déjà mis en place plutôt que lutter contre, quoi. Ouais. Les premières fibres musculaires qui vont être touchées par le désentraînement, ça va être les fibres 2. Donc les fibres 2, ce sont les fibres explosives, ce sont les fibres qui vont s'hypertrophier le plus Mhm. facilement. Et donc ce sont ces fibres-là qu'on va essayer d'aller chercher par une activité physique pour maintenir la masse musculaire. Oui, Donc quand j'avais ici, j'ai réutilisé le terme sarcopénie et la preuve c'est que je l'ai mal utilisé parce que j'ai utilisé le terme sarcopénie pour parler de la perte de masse musculaire alors que comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, la sarcopénie ne se limite pas à ça. ouais, C'est c'est vraiment, elle la englobe, perte elle de englobe tout ce cercle vicieux du désentraînement chez la personne âgée. Donc ouais, chez la personne âgée. Donc ici, on va parler plus de comment lutter le plus efficacement face à la perte de masse musculaire chez la personne âgée. exact. Donc, on va devoir essayer de focaliser vers le maintien, le maintien donc de ces fibres 2. Mhm. Il y a deux façons, donc deux grandes familles d'efforts qui vont aider à maintenir les qualités de ces fibres 2 et donc à les maintenir entraînées afin de maintenir la masse musculaire. D'une part, il va y avoir tous les efforts de musculation, donc de renforcement musculaire, donc qui avec la fatigue aller chercher quelque part le travail de force et le travail d'hypertrophie chez la personne âgée va aider à maintenir la fonctionnalité des fibres 2 Ouais, et tout à donc fait. à maintenir la masse musculaire. Et d'autre part, il y a des études qui ont montré que les sports cycliques, donc les sports avec les sports d'endurance, on va dire, avec un mouvement répétitif, tel que le vélo, tel que la course à pied, tel que la kettlebell, du coup. Donc, je vois ton petit sourire à ce niveau-là, Petite évidemment. Donc, mention j'aime. tel que la kettlebell, vont aussi aider à maintenir, à aller chercher le travail de la fibre 2. Ouais. Pourquoi? Parce que, d'une part, quand on va faire un effort de force, un effort de 10 répétitions par exemple au développé couché, on va aller chercher donc avec la fatigue, soit on va travailler à une charge au-dessus de 80% et on sait que au-dessus de 80%, bon chez la personne âgée ça va être difficile, mais au-dessus de 80%, on sait qu'on va mobiliser 100%, en théorie, 100% des fibres musculaires du muscle travaillé. Mhm.
D'accord? Maintenant, si on travaille en dessous de 80% avec la fatigue accumulée entre les séries, on va aussi aller au final de l'entraînement, on aura mobilisé 100% des fibres musculaires. Et dans les sports cycliques tels que la course à pied, le cyclisme, la kettlebell ou autre, comme on va les premiers mouvements en fait du sport, quand on va courir, on va mobiliser par exemple presque essentiellement les fibres 1, donc Ouais, les fibres endurantes, tout à fait. mais au fur et à mesure de l'effort, ces fibres endurantes vont être fatiguées et ne vont plus pouvoir répondre à la demande, donc elles ne vont plus pouvoir se contracter efficacement pour produire le mouvement, ce qui fait qu'au fur et à mesure de l'effort, pour ne pas que la performance soit réduite, les fibres 2 vont être mobilisées aussi pour réaliser le mouvement. Ouais. Et c'est aussi simple que ça. Ben Je sais voilà. pas si j'ai Mais pour vulgarisé moi, assez bien. c'est bien clair. En fait, il faut juste comprendre que fibre 1 et fibre 2, on parle aussi de fibre blanche, fibre rouge, si je ne C'est dis pas ça, de c'est bêtises. ça. Donc, Même voilà, c'est pour si, vulgariser un petit peu, parce que je sais que dans les écoles, c'est ça. on Même parle plus si comme ça. je vais quand même, si on segmente les fibres en deux catégories, bon, il y a encore les 2C, il y a les 2A, il y a Oui, les tout à fait. 2B, Ouais, ouais, de mais A, en de fait, il B. n'y a pas vraiment de séparation. Ce qu'on va voir, c'est qu'il y a tout un éventail de fibres et il y a des fibres qui vont se rapprocher plus de la fibre, on va dire, endurante parfaite, et il y a les fibres qui vont se rapprocher de plus en Oui, plus c'est en vers fonction de l'effort sachant qu'il aussi. y a certaines adaptations, encore si on rentre vraiment dans la théorie, certaines adaptations qui vont permettre aux fibres 2, donc qui sont censées être plus explosives Ouais, et fortes, d'être plus endurantes. C'est quelque chose qu'on va remarquer si on analyse les fibres musculaires par biopsie, donc d'un coureur de ultra trail par exemple, et autres. ouais, exact. Tiens, en fait, en parlant de fibres, euh, je sais que tu aimes bien le bodybuilding. J'adore. Je sais que tu as encadré C'est un des des gens sports de que j'aime bodybuilding ou beaucoup. que tu as côtoyé d'office. Donc, je suis pas là pour faire un débat, est-ce que le bodybuilding est un sport ou pas, ou un style de vie, enfin bref, ça englobe tout. Mais plutôt de mentionner l'hypertrophie et dire, est-ce qu'il est possible de faire du muscle, parce que ça fait souvent débat, notamment sur YouTube, pour un athlète naturel, sans porter lourd. Je parle environ à 40% de sa charge maximale de travail, enfin bref. Donc la réponse se constitue en un mot composé de trois lettres. Je laisse un suspense parce qu'il y a deux possibilités. Le Stop. suspense est passé maintenant, donc je vais donner la réponse, c'est non. Ok. Donc il va être important de développer sa force maximale parce que si je développe ma force maximale, on va dire j'avais un squat à 100 kg, d'accord? Ouais. Si je développe mon squat et que ma force maximale, après un an de travail, elle va passer de 100 kg à 150 kg, ça veut dire aussi que quand je vais faire des séries de 10, ma charge, mon volume total de travail va être augmenté, d'accord? Parce que ma série de 10, si j'augmente ma charge pour une répétition, j'augmente ma charge aussi pour 10 répétitions. Et donc, en fait, pour favoriser et pour aller chercher une hypertrophie maximale, il va falloir aller chercher tous les types de stress. Tous les types de stress, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme Hans, dans une de tes Des capsules capsules vidéo vidéo, qu'on avait faites concernant l'hypertrophie. voilà, l'avait expliqué, c'est qu'il y a quatre grands types de stress qui vont provoquer Là, on est bien. l'hypertrophie. Le Donc, il y a le stress métabolique, Ouais, il y a le stress mécanique lié à la charge, le stress mécanique lié à l'étirement, et le stress mécanique, on va dire le stress excentrique, qui est aussi un stress mécanique. ouais, Quand tu vas vouloir développer ton stress métabolique, d'accord, si j'ai une force maximale qui est plus importante, quand je vais aller chercher mon stress métabolique, je vais aussi utiliser une charge plus importante. ouais, tout à fait. Mais c'est En utilisant une charge plus importante, quand je vais aller chercher mon stress métabolique, je vais aussi créer plus de dommages musculaires. En fait, le principe de surcharge en c'est fait. le Hein. principe de surcharge. Donc, pour créer De du surcharge. muscle, de surcharge. Ah oui, je t'ai Donc, taclé un petit peu, mais c'est normal, t'inquiète. Moi, pour, je fais des donc, erreurs tout le temps, tu sais. il n'y a pas de souci, de toute façon, c'est normal. Et on apprend à communiquer jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, Je crois qu'il essaye de communiquer. j'essaye de communiquer, mais j'ai encore un petit peu de mal. Donc, l'objectif, donc, pour créer du muscle, pour créer de la viande, ça va être quoi? Ça va être, comme les Américains adorent le dire, progressive overload. Exactement. Donc, un des premiers aspects, ça va être d'augmenter le volume, donc la quantité de kilos soulevés par semaine d'une semaine à l'autre. Et il y a plusieurs aspects qui vont pouvoir Et je mets intervenir ça entre là-dedans. parenthèses parce que tu disais de toute façon, si je dis pas de bêtises, que pour recruter 100% des fibres maximales,
euh, pas maximale, pardon, mais pour recruter Musculaire. 100% des fibres musculaires, tu vois, moi-même je bug. Il faut au moins travailler à 80% de l'effort max. C'est ça, donc en fait, il y a deux types. Dans la contraction musculaire, on va parler de sommation temporelle et de sommation spatiale. La sommation On spatiale, n'est pas à la NASA, on n'est pas à la NASA. il va essayer de Je vais simplifier au essayer, maximum, je vais vous essayer inquiétez de pas. vulgariser pour que tout le monde Mais puisse même si comprendre tu et n'arrives pas apprendre. à vulgariser, c'est pas grave, à la limite. Donc en fait, ce verra qu'on ça. appelle la sommation spatiale, c'est quand je vais soulever cette tasse, il est évident que je ne vais pas utiliser 100% de mes muscles. Mhm. D'accord? Et la sommation spatiale, ça va être Sauf si je mets un fat grip. à quelque part. partir de quel type de quelle quantité d'effort je vais mobiliser 100% de mes fibres Ouais. musculaires, d'accord? Et ben on a remarqué de par la littérature scientifique que ça se situe aux alentours de 80%. Ouais. Aux alentours de 80% de ma répétition maximale. Sachant Je- que celle-ci évolue, hein, Voilà, c'est ça, ou régresse. ou régresse parfois. C'est aux alentours de ce pourcentage-là que je vais mobiliser 100% de mes fibres musculaires. Donc Et forcément, ça de donne- 80% à 100%, ça va être principalement les facteurs nerveux qui vont permettre de mobiliser plus de charge. Et ça, donc, c'est la sommation temporelle, c'est la quantité d'impulsion, on va dire. d'informations. Non, Ouais, vraiment c'est- d'impulsion. ouais, C'est la d'impulsion quantité de cerveau au potentiel corps. d'action qui sont envoyés vers la fibre musculaire et donc le nombre de contractions, la fréquence de contraction, Ouais. le nombre de contractions musculaires qui va augmenter et qui va permettre de soulever une charge plus importante. Et donc, pourquoi il est important de soulever lourd vraiment dans le cadre de l'hypertrophie? Déjà parce que c'est intéressant d'être un athlète complet, d'accord? Donc de pouvoir soulever lourd, de pouvoir développer différents aspects de la qualité musculaire. Ouais. Autre part, donc vous l'avez compris, qu'en augmentant ma force maximale, je vais augmenter mon travail à tout niveau, puisque si j'augmente ma charge sur une série de une répétition, ben, ça va augmenter aussi mon volume d'entraînement quand je vais faire des séries de 10, des séries de 12. Et aussi parce que quand je vais travailler au-dessus de 85%, je vais pouvoir mobiliser plus de fibres. C'est pour ça qu'en bodybuilding, en réalité, il y a aussi des mouvements parfois, et ça c'est très peu pratiqué. Ça va être intéressant de faire du tempo, du travail de tempo, Mhm. donc de contrôler la descente, de contrôler la vitesse de montée. Alors, Mais ça peut être intéressant aussi d'aller chercher du travail de vitesse. ouais, ben ouais, justement, C'est- c'est c'est marrant parce que tu parles de variantes de contraction. Je pense que dans la pyramide de Helms, si tu vois c'est laquelle, hein, qui parle principalement qu'en fait c'est la pyramide qui explique les différents facteurs d'hypertrophie. Lui il met le Ok. tempo en haut de la pyramide en fait. Oui, oui, oui. Je pense, hein. Je pense. Si je dis pas de bêtises, j'essaierai de l'afficher de toute C'est-à-dire façon. qu'il y a un ordre de priorité. Voilà, exactement. Et parmi, Dans ce qu'on va chercher, parmi les facteurs, il faudrait vraiment que je la retrouve parce que j'ai peur de dire des bêtises. De toute façon, elle sera affichée. Si je dis des bêtises, ça sera rattrapé. Mais je pense qu'on parlait vraiment de charge, hein, progressive overload, et de volume. En Ouais, premier c'est ça. dans C'est ça, c'est ça. le muscle de la pyramide. Merci patron, on a un peu d'eau. Ah, magnifique. Est-ce qu'on peut avoir un verre d'eau pour mon préparateur, s'il vous plaît? J'en serais ravi. Et en fait, je voulais aussi aborder quelque chose qui est parfois délaissé. Petite pub Brinta, hein. Je vais attendre un petit peu qu'on te serve un verre d'eau et puis je continue. Donc, Attends, je vais mettre ça là. Magnifique, merci. hop, regarde ça. Et si je renverse maintenant, je passe pour un fou. Hop Ah, là. Mince. Bon, Jeffrey, t'as fait tomber de l'eau. C'était par rapport au principe de surcharge. J'ai aussi envie de parler de l'amplitude de mouvement. Est-ce qu'on peut inclure l'amplitude de mouvement dans le principe de croissance musculaire et de surcharge progressive? Parce qu'il est clair que faire un demi-squat ou un tiers de squat, je peux charger beaucoup plus que faire un squat complet. Mhm. Est-ce que c'est un facteur limitant pour l'hypertrophie, l'amplitude, ou est-ce que c'est un facteur justement à prendre en compte selon toi et même à favoriser? C'est un facteur à prendre en compte parce que je vais donner un simple exemple. Et on va imaginer, on va comparer. Donc de nouveau, ce qui va être important dans l'hypertrophie, pas le plus important, ou je voudrais pas dire une bêtise, mais c'est le volume total de travail, le volume
total de travail, ça va reprendre la charge, mais ça va reprendre aussi la récupération entre les séries, le temps sous tension, donc la quantité de contraction qu'il y a eu Oui, sur la séance. exactement. Ouais. Et donc, en fait, quand je vais faire mon demi-squat à 200 kilos, on imagine, Mhm. je vais passer peut-être 2 secondes sur le mouvement. D'accord? Quand je vais faire mon squat, mon squat 150. complet à 150 kilos, je vais peut-être passer 4 secondes à faire le mouvement. Donc ici, je donne un tempo, mais Ouais, voilà, donc voilà. c'est. Pour effectuer la répétition, aller de bas en haut, je vais passer 4 secondes. Donc si on compare ça sur des séries de 10, d'accord? Ça veut dire que si j'ai fait 10 demi-squats, j'ai passé 20 secondes à faire un exercice. Si j'ai fait une série de 10 en squat complet, j'aurais passé 40 secondes à faire un exercice. Donc certes, quand j'aurais fait mon squat complet, la charge elle aura été plus faible, mais non seulement j'aurais travaillé ma masse musculaire, mon muscle sur une plus grande amplitude, et en plus de ça, j'aurais passé plus de temps à faire sous contraction, on va dire. Ouais, ouais. Donc moi, tu me connais de toute façon, c'est comme ça qu'on fonctionne aussi. Je suis un grand fan de l'amplitude maximale, ne serait-ce que déjà que pour l'amélioration en fait de la mobilité et le maintien de la mobilité. Oui, parce que ça, en fait, excuse-moi, c'est parce qu'on est en train de parler de trucs qui sont tellement passionnants, mais c'est que ça a plus que. On est plus. Ça a plus que des facteurs d'hypertrophie, en fait. Hein. Ça a plus. Ouais, bien Il n'y a sûr, pas c'est que ces ça. bénéfices-là, ça Non, améliore la non, bien souplesse sûr. aussi avec la charge En additionnelle. fait, pour moi, l'amplitude maximale, la première raison de travailler en amplitude maximale, ça va être quoi? Ça va être de travailler le muscle sur toute sa course musculaire Mhm. et de maintenir sa capacité, donc la souplesse. Ça va être la première Et raison. peut-être même d'avoir des gains Ouais, et des gains de souplesse, on le sait très bien, un squat complet, ça va être quoi? On en parlait encore, j'en parlais avec Hans d'ailleurs l'autre jour encore. Ah, ben voilà. Un squat complet, ça veut dire quoi? Parce que dans l'optique, un squat complet en compétition de powerlifting, ça va être, on va te dire, c'est dès que C'est la parallèle. casser la parallèle avec, voilà, avec l'axe. Et donc là, on va considérer que le squat il est complet, mais en réalité, dès que tu as cassé la parallèle, en fonction de ta souplesse, tu peux encore aller chercher plus Bien loin. sûr. Et donc le squat, il peut être complet, il peut être plus que complet, ultra complet. Quand tu regardes ATG, certains athlètes, voilà, c'est ça, Ass to as to grass. grass. Donc voilà, pour moi, l'objectif dans certains mouvements, ça va être toujours d'aller chercher l'amplitude maximale de mouvement. Ne serait-ce que pour maintenir la capacité à... la capacité Ouais. de souplesse, mais aussi parce que je pense que c'est intéressant de travailler un muscle sur toute sa course musculaire. Et la seule raison pour laquelle j'irai chercher Dans un cadre un, spécifique d'un mouvement en fin voilà, en de fait, course de programmation. c'est ça. La seule raison dans une de mes programmations de pourquoi j'irai chercher un mouvement, c'est soit, donc il y a deux raisons en réalité. C'est soit pour me rapprocher de la spécificité d'un geste technique, d'un geste de compétition, d'accord? Donc, Par exemple, on va prendre un typiquement, exemple simple. Mon jerk, tiers de squat sur le back squat. voilà. Voilà, on va C'est prendre ça. cet exemple-là. Donc très proche d'une compétition, ça va être intéressant de pouvoir travailler ton mouvement de squat, on va dire, sur un tiers de squat C'est pour ça. te rapprocher de ce que tu vas réaliser Mm. proche de la compétition. Et Et encore, même comme ça, tu le sais encore que proche des compétitions, tu fais aussi des squats d'amplitude complet. Ouais, Donc tout à fait. il n'y a jamais de phase où je t'ai mis dans les programmes seulement des tiers de squat parce que Non, parce voilà. que ben, après, en même temps, tu Et, bouffes tellement et une autre bonne raison de travailler euh, en amplitude non complète, donc de limiter l'amplitude de travail, ça va être quoi? Ça va être une limite fonctionnelle, donc ça va être lié à une blessure, lié à une prothèse de hanche par exemple, Ouais. pour un squat, ou lié à une blessure acromiale pour Ouais. quelqu'un sur le développé couché, qui fait que dès qu'il va aller chercher plus loin que les 90 degrés, il va avoir une douleur. Bah là oui, c'est évident. Je vais pas aller chercher la douleur, mais on va quand même essayer de voir si on sait pas améliorer ça pour Ouais, améliorer et la là, tu mobilité par passerais, d'autres moyens. justement, tu passerais par du travail isométrique et peut-être excentrique pour essayer de pallier à ce genre de problème, tu penses? Ça dépend vraiment du profil de la personne. Et de la S'il y a vraiment, pathologie. voilà, et de la pathologie, si c'est vraiment de la douleur liée à une opération, liée à un problème ou quoi, peut-être même le rediriger vers un kiné en Ouais, attendant. bien Donc sûr. il y a vraiment plusieurs Parce que possibilités à faire. je sais que par exemple, mon kiné, lorsqu'on pensait ouais, ligament croisé ou quoi, tu vois, parce que j'ai commencé à avoir des Mhm, petites mhm. tensions.
L'âge, hein, sans doute. L'âge, sans doute, ouais. Mais il fait une petite tendinopathie, donc il m'avait conseillé de faire du travail isométrique pour anesthésier en fait cette douleur. Et c'est un travail qui a plutôt bien marché au final parce qu'il n'y a plus de douleur qui est venue. C'est pour Ouais. ça qu'en fait je posais un petit peu Ah la ouais, question. d'accord. Bah oui, parce que même dans la programmation, on cherche aussi à faire de la prévention contre Ouais, certains types de blessures. Ça, j'en ai pas parlé tantôt, mais c'est vrai que normalement, la personne qui va faire les programmes d'entraînement, c'est aussi un peu le rôle. C'est un rôle qui est partagé entre le kiné et le préparateur c'est physique. Ça, ça. d'ailleurs, faire de la prévention envers certaines blessures. Et donc, je sais pas si je réponds à ta question. Si, ça répondait justement à la question. On était sur la phase d'hypertrophie, le travail d'amplitude, parce que en fait ça c'est des débats, mais à n'en plus finir. Il y en a qui disent, bon, c'est des coachs. Moi, personnellement, voilà, j'ai un avis différent, mais je respecte leur avis. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est plutôt en discutant avec des coachs en France qui disaient, ouais, il faut faire du spécifique toute l'année. Plus Mhm. tu te rapproches du mouvement spécifique, mieux c'est. Et ouais, mais en restant trop spécifique, tu ne Mhm. seras bon, selon moi, que dans le type de mouvement demandé. Donc, ça pourrait aller si, par exemple, je décidais de faire, Ouais. dans mon exemple, du jerk one arm ou two arm jerk toute ma vie. Mais quelle discipline? Il y a très peu de disciplines. Tu me diras peut-être la course à pied. Et encore, il y a des facteurs qui diffèrent parce que dans la course à pied, tu as les 400 mètres, tu as les 100 mètres, etc. Mais dans quelle discipline on fait ça? Tu vois? C'est comme revenir à dire, en boxe, on va se rapprocher le plus possible du mouvement du coup de poing. On va pas parler de la vidéo que j'avais sortie Ouais, parce ouais. que ça va être autre chose, hein. Ça a fait débat, hein. Encore maintenant ça fait Ça débat. fait encore débat, Ouais, ouais, encore mais maintenant. c'est normal. Mais c'est se dire, ok, ben on va faire que ça et limiter en fait tout le panel de force qu'on pourrait développer chez l'athlète, par exemple. Bah, j'ai un exemple très simple de pourquoi je suis pas d'accord avec ce mode de pensée, Mhm. de travailler donc 100% spécifique tout au long de l'année. Donc je vais prendre l'exemple de nouveau avec un sprinter. Travailler 100% avec un sprinter 100% spécifique, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quand il va courir, il va se limiter à faire des séries relativement courtes. Ouais. Parce que comme lui, son but, c'est de s'améliorer sur 10 secondes, bah, aller courir 40 minutes de prime abord, c'est pas très intéressant pour lui de développer son endurance fondamentale, on va dire. Sauf que dans l'exemple ici que je suis en train de citer, il faut savoir que l'endurance fondamentale, elle va être primordiale elle va aider à mieux récupérer de tout type d'entraînement. Elle va aider à mieux récupérer sur tout type de filière La énergétique. fameuse Et donc, récupération active, c'est ça, notamment. donc elle va aider avoir quelqu'un qui a une endurance fondamentale, un sprinter qui a une endurance fondamentale vue à la hausse, va améliorer sa capacité de récupération et dans l'entraînement et entre les entraînements. Et donc là, je viens de donner un très simple exemple de pourquoi chasser à 100% la spécificité tout au long de l'année n'est pas spécialement une méthode, je pense, la méthode la Oui, plus la efficace. plus efficace, hein, tout à fait. Mais moi, voilà, après Et avoir et travaillé. ne serait-ce aussi que pour la santé mentale de l'athlète, j'ai envie de dire. Dans le sens où C'est il déprimant. est important, de nouveau, je reviens sur ma conception de la périodisation et de la programmation. Les aspects, les facteurs psychologiques pour moi sont très très importants dans la course à un objectif, à une performance sportive. Et donc il faut pouvoir entretenir aussi la motivation et donc entretenir la découverte de nouvelles sensations chez son sportif de haut niveau. Et entretenir ça, ça se passe via quoi? Ça se passe aussi via l'utilisation de nouveaux mouvements, l'utilisation de changer la routine en fait. Alors, Si on reste continué à la routine de tout le temps, je fais ça, 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 et ma musculation c'est tout le temps tel mouvement, bah, la routine s'installe. À partir d'un moment, il y a une perte de motivation. Donc, je suis entièrement d'accord et c'est un facteur d'évolution, notamment pour l'athlète, forcément. Il y a autre chose, tant qu'on est en train de parler de, de routine et de changement au niveau des exercices ou quoi que ce soit, on n'est pas dans l'optique du délire. Chaque jour un exercice différent parce que c'est pas je pense pas que ça soit comme non, ça qu'on se développe non plus. Par contre, ce qui peut être intéressant dans les optiques de préparation, par exemple, on sait que le squat est un atout majeur dans la majorité des disciplines sportives, en tout cas comme facteur pour se développer ouais, dans une discipline.
Ça ne veut pas nécessairement dire, et on en a la preuve avec moi par Oui, exemple, ou d'autres athlètes de toute façon, que vous allez devoir faire du squat, mais que du back squat toute votre vie, mais bien amener sûr, une variante par rapport c'est à ça. la flexion de genou. Et en fait, on parle de variante d'exercice, mais pas de varier des exercices tous les jours différemment, parce que En fait, quelquefois, c'est un ce petit qui se peu... passe, c'est qu'il n'y a pas de grands exercices qui sont très importants au développement de qualité physique. Il y a des grands patterns. Ouais. Et donc, en fait, Ce qui rejoint aussi une autre philosophie chez toi qui dit que ce qui compte, c'est le mouvement. ce qui compte, c'est le mouvement, le pattern. Donc, ça veut dire, je vais vouloir développer ta puissance au niveau des membres inférieurs. Donc, il y a un pattern pour ça qui est le mouvement de flexion de hanche et de flexion de genou Voilà, en même temps, donc le mouvement squat, du quoi, hein. squat. Sauf que ces deux mouvements, donc la combinaison de ces deux mouvements, elle peut se faire via quoi? Elle peut se faire via du back squat, via du front squat, Du via Zercher du squat, Zercher squat, très bon via mouvement. du overhead squat, qui va Ouais. en plus de ça aller chercher un travail de mobilité aussi. Et Ouais. donc il y a plein d'aspects Mais qu'on qui vont reste rentrer sur ce Mais mouvement de squat, c'est-à-dire qu'on part c'est pas, ça, c'est pas, on fait, ce que je veux dire, c'est qu'on part pas d'un squat pour ensuite partir sur du développé c'est ça. couché et le revoir dans 3 semaines ou dans un C'est mois, ça. tu vois. Parce que de nouveau, ce qui va être intéressant, c'est de développer ta capacité à développer de la force sur un certain pattern. Et quelque part, en faisant dans l'overhead squat, je vais développer ma force sur du back squat. En faisant du back squat, je vais développer mon front squat aussi. En faisant du front squat, je vais développer mon back squat. Alors évidemment, si je fais que du front squat, je vais être très très fort en front squat parce que Tout à j'aurais fait. fait que ça. Mais quand je ferai du back squat, j'aurai des mauvaises sensations et peut-être que je souleverai moins lourd ou qu'en tout cas, voilà. Et donc, pour aller chercher de nouveau. Des degrés de variété, mais qui est que, et en fait, c'est ça qu'on veut dire, c'est que il y a variété et variété. C'est ça. Voilà. Maintenant, changer d'exercice tous les jours, bah, c'est idiot simplement. Pourquoi? Parce que ça permet pas. Enfin, c'est idiot si ça permet de maintenir une nouveauté journalière, de ne jamais savoir donc ce qui est Voilà, il faut pratiqué en CrossFit. contextualiser aussi, On hein, va bien dire, sûr. mais c'est idiot dans le sens de la programmation parce que ça rend un suivi de l'augmentation de la charge et de la charge de travail et de l'intensité très compliqué parce que la charge que tu vas utiliser sur un front squat ne sera pas la même que d'un back squat. Alors théoriquement, on va te dire bah oui, mais ce que tu fais en front squat, ça va être 90%. Ici, j'invente le chiffre, hein, donc Ouais. voilà, je l'ai pas. Donc ce que tu fais en front squat, ça va être 90% de ce que tu vas faire en back squat, mais ça reste très théorique. Donc voilà. Ouais, Si mais j'ai ça vraiment dépend envie tellement de de tout, quoi. calculer tes intensités et tes volumes, donc tu le sais, parfois nous, on fait du sommatif, par exemple, donc on va faire 2 semaines où on va chercher 100% du volume, on va dire, de travail, ce qui va te mettre dans une zone pas rouge, mais proche du rouge. Ouais. Sauf que si entre la semaine 1 et la semaine 2 du sommatif, je change d'exercice, il faut que je sois sûr que les charges, elles soient équivalentes, on va dire, d'un point de vue du stress. Enfin, ça rend changer trop souvent des exercices, ça rend la chose très compliquée d'un point de vue de la programmation. Tout à fait. Et en plus de ça, on va passer à côté de l'amélioration nerveuse aussi dans le mouvement Ouais, et et donc puis, de plein d'autres paramètres. mais c'est ça qui est passionnant quand même dans la préparation physique, c'est que tu as tellement de facteurs à prendre en compte euh, que c'est... Est-ce que vraiment dans la préparation physique, on parle de tous ces facteurs au sein même de la programmation, mais ce on ne pense pas non plus, c'est notamment se dire, comment t'expliquer ça, le facteur externe. C'est-à-dire que demain, tu vois sur Instagram, bon, on le sait parce qu'on a vu, la programmation ultime, la programmation parfaite, etc. Et c'est tout à fait normal, c'est vendeur, il Ouais. faut savoir manger à la fin du mois. Mais comment peut-on dire que c'est une programmation ultime ou pas, en sachant que demain, en tant que préparateur, il y a aussi ce facteur d'adaptation qui se dit, je te mets dans un hangar avec 3 kettlebells, 2 élastiques et une barre rouillée, t'as que ça pour entraîner Ben ton oui. athlète et faire de lui et quelqu'un à un niveau olympique ou au niveau Ouais. mondial, au niveau européen, peu importe. Donc tout ça, c'est pas pris en ligne de compte aussi, tu Non, en vois. fait, c'est ça, il faut tout prendre en compte. Et la programmation, en fait, la programmation ultime, c'est quelque chose de très personnel. Et la programmation ultime, si c'est moi, c'est mon but quand je vais programmer pour toi, par exemple, mon but, c'est quoi? C'est de t'apporter cette programmation ultime. Ouais, c'est ça. Mais c'est quelque chose de très personnel, ce n'est valable que pour toi. Pourquoi? Parce que quand je vais programmer, et c'est ça que j'adore dans ce métier, on va dire, de programmation, périodisation, il y a le côté scientifique de la chose, il y a le côté prendre en compte ce qui se passe sur le terrain, donc il y a le côté aussi humain
Il y a un côté de prendre en compte l'environnement social et tout ça, comme j'en parlais tantôt. Et donc la programmation, elle va être ultime, entre guillemets, d'accord, mais que pour toi. Parce que j'aurais choisi tel exercice pour toi. Parce que je vais prendre un exemple très simple. On va dire, bah, toi, Nico, demain, tu me dis, ben Vince, quand on fait du stress mécanique, on va dire de l'hypertrophie, je dois t'avouer que les séries de 6, ça me saoule. J'aime pas. Je préfère faire des séries de 8. Je sais pas Les pourquoi. séries de 15 ou les séries de 20. Voilà. Je sais pas. J'en ai trop Je sais pas pourquoi, mais je me sens plus à l'aise avec le chiffre 8. Le chiffre 6, il me fait bader. Quand je vois ça sur la programmation, ça me met un somme total. Et donc, voilà, je me sens pas efficace parce que quelque part, dès que je vois le chiffre 6, pardon, ça me démotive. Je suis démotivé déjà avant d'attaquer la série. Bah moi, en tant que préparateur, je vais me dire quoi? Je vais me dire, bah merde, en fait, Je me 7. je mets 7. C'est ça. Pourquoi? Bah parce que donc je vais adapter la charge. Le stress entre 6 reps et 7 reps, le stress que je vais aller chercher, c'est relativement le même. C'est pour pas dire que c'est le même, mais genre très peu de choses différentes. Et donc, quelque part, ce sera plus bénéfique pour toi parce que tu seras plus motivé peut-être à aller chercher une série de 7 qu'une Ouais, série de c'est 6. ça. Et donc, en fait, c'est ça que j'essaie de dire. C'est ça qu'on parlait aussi par rapport au mouvement, de pourquoi toi, ben, par exemple, tu fais plus de back squat à l'heure actuelle depuis déjà des mois Ouais. dans la programmation. Et pourtant, ça n'empêche pas d'évoluer. C'est parce que il faut essayer de prendre tout en compte. Bah, ouais, c'est ça. Après, ça les surprend parfois de se dire ouais, Nico, il back squat plus, mais ça veut pas dire que je bosse pas mes jambes. Loin de là. D'ailleurs, c'est un des facteurs qui est primordial selon moi si je veux continuer à me développer dans mon oui, bien sport. sûr. Tu vois, donc je crois qu'on bouffe les jambes, mec, non-stop, quoi, tu vois, Souvent, en tu les tout fais cas. bosser non-stop. Mais Ce ça, qu'on ne ça voit pas, hein, ce que tu ne montres pas tout le temps, mais ouais, mais voilà. moi je et la connais, la c'est- souffrance, Voilà, c'est ça. les Et sacrifices. en parlant de souffrance, il y a aussi d'autres facteurs. Il y a le hit que tu me mets en place qui me démonte, qui me donne envie de vomir mes tripes. Alors, on en avait parlé lors d'une première interview qu'on avait fait il y a 2 ans, je crois. On n'avait pas la chaîne YouTube ni rien à Ouais, ce non. moment-là, mais c'était notamment parler du hit et pas ce qui te révoltait, mais qui te faisait un petit peu. Ce qui m'ennuie dans l'utilisation du terme de hit, Voilà, parce que tu vois trop de choses sur Instagram, encore une fois, sur YouTube même. Et attention qu'encore une fois, j'admire les personnes qui permettent aux gens de sortir leurs ouais, doigts du cul et de la sédentarité. Hein, bien sûr. on va appeler un chat. Mais quand tu les vois qui sont là en train de taper discussion, à sourire, etc. pendant un hit, est-ce que c'est vraiment un hit, quoi, tu vois? C'est ça qu'il faut se dire. Ouais, en fait, ce qui me gêne dans l'utilisation, on va dire, du terme hit en général, et je vais expliquer ça, c'est un peu, c'est mon côté scientifique qui revient Mais c'est très riche de, important. c'est quoi le hit en Et fait? c'est primordial que tu l'expliques parce qu'il y a tellement de, tu le sais, hein, le nombre de combinaisons qu'il y a différentes en fonction de la durée, en fonction Oui, du pourcentage de l'effort. Donc tu vas nous expliquer tout ça parce que c'est important aussi que les gens comprennent. On a la chance justement que tu puisses expliquer, que les gens comprennent. Ah tiens, c'est vrai, ça comprend autant de facteurs en fait. C'est ça qu'on appelle en le fait, ce hit. qui se passe, c'est que il y a une mauvaise utilisation du terme HIIT sur les réseaux, Ouais, d'accord? Donc 90% du temps, pour pas dire 99% du temps, quand un coach va utiliser le terme HIIT, donc HIIT, en réalité, c'est du fractionné, mais c'est pas du HIIT. ouais. C'est de l'intervalle training, mais c'est pas du HIIT. Pourquoi? Bah parce que HIIT, c'est High Aïe. Intensity Interval Training. Et tout, l'importance en fait de ce terme, c'est le high intensity. La première question qu'on va se dire, c'est bah, high intensity, la haute intensité, ça commence quand? Ça commence à 90% de la VO2 max, donc à 90% de la VMA, donc à 90% de la fréquence cardiaque, plus ou moins, parce que c'est relativement lié, hein. Là, il y a une relation presque linéaire, presque totalement linéaire entre la VO2 max et la fréquence cardiaque. Donc voilà. Et ce qui va se passer, c'est que on va voir, et on le voit souvent sur Internet et sur Instagram, des coachs qui parfois sont même sont diplômés du même diplôme que moi, qui vont utiliser ce terme parce que c'est un terme qui est fortement médiatisé, Ouais. pour mettre en avant un certain type d'entraînement physique, mais ils vont l'utiliser à mauvais escient parce que ça ne reflète pas
le vrai travail de la haute intensité. Ouais, mais c'est ça. Et donc, on va se retrouver avec des entraînements, en fait, des coachs qui vont présenter un entraînement sous forme de circuit simple, où on va passer d'un exercice à un autre. 30-30 Et ou un truc voilà, comme et ils ça. vont le présenter en disant que c'est un hit et que c'est un nouveau super entraînement pour brûleur de graisse et tout ça. Alors que Bah, c'est pas c'est un pas une hit. intensité élevée. Voilà, c'est pas une intensité assez élevée, ou alors les gens vont se retrouver en échec musculaire avant d'avoir atteint 90% de leur fréquence cardiaque maximale. Et donc en fait, c'est une mauvaise utilisation. En fait, ce qui me révolte, c'est la mauvaise utilisation de certains termes. Donc la mauvaise utilisation du terme hit en l'occurrence, qui est un terme maintenant qui est généralisé, qui est utilisé pour toute forme de circuit. Et en réalité, c'est un nouveau circuit de training. La majorité du temps, quand un coach va utiliser, il va vous présenter, ben tiens, aujourd'hui, salut les gens, je vais vous présenter ce nouveau hit brûleur de graisse. Maintenant, en fait, je vais vous présenter ce nouveau circuit de training brûleur de graisse. Donc Mais, voilà. ça me fait penser qu'à un moment, en fait, j'avais voulu travailler dans un studio et on m'avait dit, OK, on va te mettre à l'essai. Donc, c'était il y a quoi? Il y a 1 an et demi, 2 ans. Et un magnifique studio, vraiment super. Mais bon, j'ai pas cité le nom. Mais en tout cas, super studio. Et en fait, on m'avait mis à l'essai avec un client qui était le frère du propriétaire ou quelque chose Ouais. comme ça. Et mon travail de coaching, hein, donc les pré-tests, etc. Et puis à la fin, on vient me voir et on me dit, ouais, il est pas ressorti de là en mode transpiré, vraiment qu'il a sointé, etc. T'aurais dû faire du hit. Mais je dis, mais à quel moment? En fait, je me suis dit, ouais, bon, tu sais, tu me connais, c'est-à-dire que quand j'ai ce genre de discussion, je comprends l'avis d'un propriétaire et d'un chef d'entreprise, je le comprends tout à fait. Moi, je vois une collaboration, Mhm. tu vois, quelque part. Ouais. Mais si la personne n'adhère pas à mon travail, je comprends que ça ne va pas. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas fait un circuit training ou un hit ou parce que c'est même pas un hit, c'était du travail en intervalle, quelque chose d'un peu plus fun, hein, les circuits c'est quand même un peu plus fun. Ouais, bien sûr. Parce que qu'est-ce que je vais mettre un circuit avec 6 à 8 mouvements par exemple, ou même ne fût-ce que 3 à 5 mouvements, alors que je connais pas le profil de l'athlète, je sais pas s'il a des éventuelles pathologies. Donc déjà, rien que connaître ça, c'est une discussion de 20 à 30 minutes. Euh, je sais pas s'il exécute bien tous les mouvements. Et je sais même pas si ça lui plaira en termes de motivation. Donc, tu me donnes 1 heure, tu me dis j'aurais dû faire un circuit training, etc. avec lui. Je sais, le mec était même pas capable de faire un Australian pull-up, ne fût-ce qu'un tirage correct au Ouais. TRX. Tu vois, ça écartait les coudes, les épaules partaient vers l'avant. Et c'est là que je me suis dit, ok, tu sais quoi, il y a un problème en fait. Mm. Je dis, tu veux que je fidélise? Moi, il n'y a pas de problème, je sais fidéliser. Tu me demandes demain de faire un circuit, je peux te faire un circuit. Tu me demandes demain de partir en couille sur scène parce que tu as une panne d'électricité et d'improviser de la Zumba. Ça va être très drôle, hein. Tout le monde va se foutre de ma gueule, mais au moins je saurais mettre de la motivation aux gens et les faire rire. Mais c'est pas pour ça que je fais ce métier. Moi, ce que je veux, c'est vraiment comprendre pourquoi on fait ça. Et donner n'importe quel circuit, ben bien sûr, demain, si je veux, je te le dis honnêtement, hein, je le sais très bien, si je veux 30 clients de plus, j'ai 30 clients de plus. Mais pourquoi est-ce que je limite? Bah, sinon ma qualité Il y a une va qualité de foirer, tu vois. service. Mais bien sûr. Mais bon, Et déjà des fois, il y a des fois, je me dis, purée, j'ai plus de vie privée quelque part, tu vois. ouais. Mais au moins, je sais que je fais tout pour m'améliorer dans mon travail. Ben, c'est parce qu'il y a différentes approches, on va dire. Il y a des coachs qui ont différentes approches. Moi, personnellement, je considère que je suis personne pour commencer à juger. Mhm. Mais typiquement en bodybuilding, ben, ça se retrouve. Il y a des coachs qui vont utiliser qu'une seule méthode de travail. Ouais. Donc, il y a des gens, ils vont faire que du 3x12 avec leurs clients, par exemple, quand ils vont faire du développement musculaire. Et ils vont pas chercher à stimuler, à changer le type de stimuli. Il y a des gens, ils vont travailler que sous format circuit training sans essayer de savoir spécialement quel type de pathologie a le client, ou Ouais, sans c'est ça. essayer d'améliorer la gestuelle, la motricité, la coordination. Donc voilà. Personnellement, moi, je fais partie de la catégorie, je pense. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de regarder tous les aspects chez un client ou chez un athlète et de pouvoir tout travailler et de vraiment travailler dans la globalité.
Et peut-être qu'on se tire une balle dans le pied en réalité en fonctionnant comme ça, parce que on est moins sur la recherche de sensations, et il y a beaucoup de gens, quand ils vont aller dans une salle de sport ou quoi, ils recherchent la sensation, donc ils ont l'impression, bah, comme tu disais, Ouais, même c'est les ça. clients eux-mêmes, les sportifs eux-mêmes, bah, j'ai mal travaillé aujourd'hui parce que je me sens pas Ou fatigué. parce que j'ai pas transpiré, tu vois. Et donc, ou parce que voilà, j'ai pas transpiré. Et donc voilà, malheureusement, de nouveau, entre les professionnels d'un même métier, il y a toujours des modes de Des pensée divergences. et des divergences. C'est pas donc dans ce que tu me présentes ici, effectivement, moi je suis plutôt le, le type de coach qui se rapproche de ce que toi tu es, dans le sens où je vais essayer de comprendre la personne, surtout le premier rendez-vous et tout ça, plutôt que d'aller juste stimuler et chercher une Ouais, bien sûr. sensation pour fidéliser, pour voilà. Il y a différentes approches et Ouais, mais c'est ça, donc quoi, voilà. parce que parce que je voyais encore très bien la scène, c'est genre, ouais, il est sportif, donc c'est bon. Et sportif, ça veut dire quoi? Sportif pour lui, une fois par semaine, il court un peu, il peut dire qu'il est sportif, tu vois. Ouais, Ça, c'est tellement subjectif quelque part. Mais pour rebondir sur le hit, donc officiellement, ce travail à haute intensité, pas juste d'intervalle, c'est ça. Et c'est il y a 16 primordial. types d'intervalles différents. Voilà, voilà. Je vais pas tous les On va pas tous présenter. les citer, mais on sait que dans les grandes Il lignes, y a il y a il y a 16 combinaisons d'intervalles différents. en fonction de Ouais. l'intensité, donc le Si je dis pourcentage par pas de rapport à bêtises, hein, parce que c'est vrai que on va dire c'est moins mon domaine et ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment revu la revu paperasse. voilà la paperasse. Ouais, tout à fait. Euh, mais à ma connaissance, il y a 16 grandes catégories d'intervalles. Ouais, c'était notamment En au fait, niveau du pourcentage de l'intensité maximum. bah, c'est surtout le type d'intervalle, ça va être quoi? Ça va être en fonction du temps d'effort, temps de repos, Ouais, et voilà, donc c'est voilà. ça. C'est comme ça que Et la tu fais durée. différentes combinaisons, Ouais, c'est ça. ok. Bah écoute, Vince, est-ce que on a tout abordé, je pense, non? Il n'y avait pas encore un truc qu'on devait aborder. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui nous manque, mais... Bah, on pourrait aborder, c'était un des sujets que j'avais proposé, la motivation. Exactement, Toi, en voilà, tant c'est un peu qu'athlète, en ça. fait, parler, parce que c'est souvent quelque chose que j'entends. J'ai souvent donc des gens qui viennent me dire, je fais un entraînement, par exemple, que je partage rapidement sur ma page Instagram qui n'est pas très développée. Et donc, Mais on allez va, suivre Vince voilà, sur on va Instagram. la monter, on va la monter. Et donc, en fait, bah, j'ai souvent des amis à moi. Imaginons, je vais courir 6 km sous la pluie et j'ai un gilet de 9 kilos sur moi-même et sur moi et je vais courir dans ces conditions-là. Et les gens vont me répondre putain, t'es motivé. Et moi, je leur réponds quoi? Je réponds la majeure. Je suis discipliné. Non, souvent, ce que je leur réponds, c'est ben non, en fait, je suis pas motivé, j'avais le seum, j'avais pas envie d'aller courir. Voilà, et même ça a été difficile psychologiquement. J'avais vraiment envie de juste mettre mon pyjama et de rester dans le canapé aujourd'hui. Évidemment. Et, et donc, souvent, les gens, ils vont remettre le fait qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs sur le fait qu'ils n'ont pas la motivation Ouais, à alors que l'instant c'est dû à de T. la Donc, procrastination, clairement, voilà, hein, je c'est veux ça. dire. Et donc, Mais parce que les gens ils disent sortir de la zone de confort, mais si on pensait autrement, parce que moi j'aime réfléchir et penser de manière autrement, c'est pas nécessairement sortir ta zone de confort, quoique dans certains cas oui, mais peut-être juste repousser progressivement ta zone de ouais, c'est confort au ça. fur et à mesure. Et donc, en fait, rapidement ici, en parlant de motivation, en abordant ce sujet, parce que c'est un sujet de nouveau qui est très complexe, qui va, que moi-même je dois encore vraiment approfondir. De toute façon, tout est complexe et tout est encore à approfondir, on en apprend tous les Bien sûr. jours. Mais la motivation, je vais parler de deux types de motivation. Il y a être motivé par l'objectif final, et donc ce qui répond à l'ambition, on va dire, d'atteindre un certain niveau de performance, d'atteindre un certain objectif. Et il y a la motivation à l'instant T. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, j'aimerais juste parler de ça pour pouvoir dire aux gens ben, qui nous écoutent que quelque part, en fait, la motivation à l'instant T, on s'en bat les couilles. C'est pas la motivation à l'instant T, c'est pas la motivation aujourd'hui qui va m'aider à atteindre mes objectifs. Donc il faut pouvoir passer au-delà de ça et se passer en fait de la motivation à l'instant T. Et je crois que toi tu le vis en tant que sportif de haut niveau. Ce qui te motive à garder une discipline et à réaliser tous tes entraînements,
c'est l'objectif final. Je mettrais ma main à couper qu'il y a peut-être 8 entraînements sur 10, t'es pas motivé de les commencer et t'es pas motivé pendant Ouais, mais l'entraînement. tout à fait, mais t'as raison, hein, on peut couper la main. Et donc souvent c'est une des excuses que j'entends, c'est j'ai envie, j'essaye d'atteindre mon objectif, mais parfois je saute des entraînements parce que je suis pas motivé. Et donc ça me fait beaucoup de peine en fait pour ces gens-là parce que ils n'arrivent pas encore à comprendre que malheureusement la motivation c'est pas ça qui nous mène vers la réussite. La motivation de réaliser ce que je dois réaliser aujourd'hui. Et alors c'est la discipline qui va nous aider à. Je suis entièrement d'accord avec ça parce que, allez, tu sais, souvent ouais, j'ai pas réussi à faire ça parce que j'avais ceci, parce que j'ai cela, parce C'est qu'il y a ça. ci, parce qu'il y a ça. Et comme je l'ai dit déjà à plusieurs personnes, des fois je discute avec des pères de famille ou des mères de famille et ils me disent, ouais, mais tu verras quand tu auras des enfants. Et je dis, écoute, je peux pas comprendre ce que c'est d'être parent parce que je comprends que ça prend énormément de temps, surtout quand Mhm. c'est un nouveau-né au début. Mais la première chose, c'est que si l'enfant est né, dans la majorité des cas, hein, je ne parle pas de cas Ouais, particuliers, mais c'est que tu avais envie d'un enfant. bien sûr. Donc, l'utiliser parfois comme une excuse, C'est dommage. c'est dommage, mais ça se comprend aussi. Et je pense que quand on est dans quand on sera dans le moment présent et que ça nous tombera dessus et qu'on devra se réveiller 5 fois par nuit, on se dira, ouais, putain, machin, mais tu l'as voulu. Mais C'est tu ce que sais, tu as en voulu, fait, tu quelque vois. part, Et c'est parfois utilisé comme une excuse, et c'est ça que je dis, mais putain, mais je dis, mais c'est pas moi en tant que coach qui t'ai demandé c'est d'avoir un ça. gosse, tu vois ce que je veux dire. Donc me dis Écoute, pas que tu sais pas venir parce que, tu vois. c'est ça en fait, mais on va juste dire ça, les excuses sont faites pour s'en servir. Ouais. Et quand on ne réalise pas quelque chose ou quand on échoue à quelque chose, ben, en général, on essaye de chercher une excuse pour se rassurer soi-même. Et alors qu'il y a des personnes qui ont réalisé des choses extraordinaires dans des conditions Extrême, quoi, excuse-moi, misérables hein. et extrêmes. Donc, Conor McGregor, ouais, par exemple, tu vois. c'est Je ça. veux dire, allez, je pèse mes mots, mais c'était peut-être un clochard, je crois, à un moment où il était à la rue ou un Non, truc comme c'était ça. un. Je crois que ce qui s'est En tout cas, passé, il surtout était que dans une lui, qu'il situation de était, pauvreté. il était orphelin, donc il était dans Ouais, une maison, dans un orphelinat. Il a grandi dans un voilà, orphelinat c'était ça. où il a rencontré sa femme d'ailleurs, Ouais, qu'il soutient qui encore l'a maintenant. suivi depuis son enfance parce que ils étaient meilleurs amis dans Je voulais l'orphelinat, juste si je me rappelle. rebondir parce que je sens que je vais me faire agresser. Bien sûr, on contrôle pas quand l'enfant tombe malade et qu'on tombe malade aussi, hein, surtout dans des Ouais, ouais, périodes ouais, particulières. Mais voilà, on se comprend, je suis dans les grandes lignes, quoi. ouais. Donc, ouais, Mais c'est donc, parfois difficile, quoi, clairement, mais je comprends. mais donc voilà, cet aspect motivationnel, je pense que il faut que Et les gens comprennent qu'ils doivent avoir un déclic, un interrupteur dans leur cerveau qui leur permette de laisser de côté leur état émotionnel de aujourd'hui dans le but d'atteindre leur succès de demain, et quoi. je pense même que il faut se mettre dans une optique d'ancrage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit priorité à la priorité, je veux être champion du monde de Ouais, kettlebell, je veux être le meilleur coach d'Europe, je veux que ma société cartonne ou que ma seconde société cartonne ou peu importe, on s'en fout. Mais que tu le dises, c'est bien, que tu en fasses un ancrage, c'est mieux, mais que tu passes de cet ancrage à la pratique, ah ouais, c'est ce qu'il faut. Parce que demain, si moi je te dis, je veux un deuxième titre mondial, ouais, tu sais que j'en veux plus. bien sûr. Et un Mais titre que. européen, parce que d'ailleurs, on peut soulever le fait encore qu'à l'heure actuelle, tu es champion du monde avant d'être champion d'Europe. Ouais, ouais, mais ouais, c'est vrai, c'est Ce vrai. qui est un parcours assez particulier. Assez On va particulier, essayer ouais. de régler ça pour Ouais, ouais, ça serait bien que d'aller. tu puisses avoir un titre d'Europe aussi quand même. Ouais, bah, il est dans mon viseur, tu sais. Au moins une fois, quoi. Mais bon. C'est surtout se dire, en fait, que tu peux te dire ça, c'est très bien. Ouais, je vais être champion d'Europe, dans mon cas. Et si je te dis, ouais, aujourd'hui je me suis pas entraîné, ouais, je vais faire que 2 fois par semaine parce que j'ai une semaine chargée, tu vas me regarder, tu vas faire, tu te fous de la gueule de qui? Ouais, c'est Ce qui ça. est tout à En fait général, normal. quand t'es démotivé et que tu m'envoies un message, je te dis va te faire foutre, Nico. Ouais, mais T'as tu fais t'as bien, du ma travail foi. à faire, tu connais tes objectifs. En général, le questionnement, c'est ça. Est-ce que Nico, tu connais tes objectifs? Tu vas me répondre oui. Eh ben alors pourquoi tu te laisses influencer par ta motivation d'aujourd'hui si tu connais tes Mais c'est objectifs? exactement ça. Et d'ailleurs, ben, j'aime toujours rappeler cette période particulière de 2019. Tu savais qu'à un moment c'était la merde. Au Bah niveau même vie la privée, période, c'était ouais. compliqué, hein. J'ai eu Même des petits 2020, tracas, je mais. pense qu'ici Ah 2020, ouais, tu l'as montré.
parce que ben, tout le monde subit un petit peu les conséquences, les mesures de confinement, les mesures actuelles, la crise Ouais. sanitaire et tout ça. Quelque part, toi, tu as dû t'aménager une salle de sport à ta maison, tu as dû t'entraîner seul constamment. Face à un mur blanc. Ouais, toutes tes T'es un conditions peu, d'entraînement ont changé du jour au lendemain et malgré tout, tu as réussi à maintenir le cap alors que je pense que vraiment, c'est comme j'ai dit tantôt, 8 séances sur 10, t'étais pas du tout motivé à Ah la non, faire. vraiment pas. Pourquoi? Bah parce que tu étais dans des conditions pas exaltantes, mais pourtant tu as fait le travail. Pourquoi? Bah parce que déjà tu savais que si tu arrêtais de t'entraîner, c'était la régression. Donc ça voulait dire que non seulement en fin 2020, tu allais être de nouveau, enfin, plus mauvais, si je peux dire ça comme Ouais, c'est ça, ça. que la saison précédente et tout ça. Et donc déjà ça, ben, t'as pas voulu l'accepter. Et donc c'est ça qui t'a quelque part Ouais, motivé clairement. à rester discipliné. C'est ça, tout à fait. Ça t'a motivé à rester discipliné et donc à exécuter ta tâche. Et d'autre part, je sais plus ce que j'allais dire. Ben, il y avait plusieurs aspects, mais c'est vrai que c'est toujours le niveau motivationnel, la motivation à l'instant T. C'est vrai que ouais, je dirais pas que c'est bidon, parce que c'est bien, des fois ça te pousse, ça te met dans un entrain de se dire ok, je fais ça aujourd'hui. Tu Ouais. vois, je vais faire le ménage aujourd'hui. Ouais, je vais faire la Bah, cuisine aujourd'hui. c'est-à-dire que la motivation à l'instant T, c'est quelque chose qu'on va utiliser pour aller chercher une rep max. Donc, par exemple, Voilà, ouais, ouais, tout à je fait. vais te dire, et c'est ce qui arrive souvent dans la programmation, et c'est là-dessus que la communication, elle intervient beaucoup. Par exemple, moi, je vais te dire, ben, aujourd'hui, tu as une séance de muscu et tu vas faire 5 x 5 en squat. D'accord? Et puis toi, tu vas faire ta première série de squats, ça se passe bien. Tu vas faire ta deuxième série de squats, ça se passe bien. Et à la troisième, tu vas te dire, putain, mais aujourd'hui, je me sens tellement bien, j'aimerais bien aller chercher un max. Et bah, la motivation à l'instant T, c'est intéressant pour aller chercher ce genre Ouais, c'est vraiment ça. de C'est sensations à vraiment ça. l'entraînement. Mais sinon, le reste du temps, il faut être capable d'accepter de s'entraîner sans motivation et de faire le taf en restant motivé par son Et objectif final, quoi. j'irais même plus loin, c'est que surtout quand on n'a pas envie de s'entraîner, qu'on s'entraîne quand même et qu'on a fini, il n'y a pas de meilleur sentiment sur sa journée que d'avoir le sentiment de l'accomplissement. Mhm. Putain, je l'ai fait alors que j'avais pas envie de faire ça, et ça te redonne parfois même un regain d'énergie et de dire putain, mais je Bah, l'ai fait, bordel. écoute, ça, tu parles de ça et tu me fais penser à une phrase d'un ancien Navy Seals de David Goggins. Ouais, Je ouais, sais pas s'il y a des, ultra voilà, connu, qui est ultra ultra connu. connu, C'est un fou, hein, donc qui est un fou et qui dit qui a son que, livre d'ailleurs. qui a son livre, il a plusieurs livres même, je Ouais, ouais. pense. Et il a une simple phrase où il dit que t'as pas passé une bonne journée si tu n'as pas fait une tâche que tu ne voulais pas réaliser. Ouais, exactement. Et donc, c'est aussi simple que ça. Une journée efficace et une journée satisfaisante, c'est une journée au cours de laquelle tu as fait au moins une chose que tu n'avais vraiment, vraiment, vraiment pas envie de faire. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que ce mec, au niveau Développement personnel, développement je personnel, pense que il est poussé. Je pense qu'il y a Jocko Willings aussi ouais. qui est pas mal, mais Ça reste des exemples pour moi, je dois le dire ouais, tout aujourd'hui. à fait, hein, tout Ça à fait. reste le type de personnalité qui sont des exemples, même si j'en ai plein des exemples, on va dire. Ah, il y en a plein, clairement, ça c'est évident. Mais écoute, je pense qu'on a tout abordé. Merci, On a fait le merci beaucoup tour. parce que je pense qu'on a fait, on a rempli pas mal de questionnements. Enfin, on a répondu à pas mal de questions. Euh, Bah écoute, j'espère avoir été relativement complet dans mes Moi, je pense que réponses. tu l'étais. Moi, je pense clairement Euh, que tu l'étais. J'espère ne pas avoir trop dit de conneries parce que parfois en parlant, en essayant de vulgariser ou quoi, c'est un, voilà, ça fait partie des choses. On apprend à communiquer tous les jours et donc la communication n'est pas toujours parfaite. Parfois, j'ai aussi du mal à communiquer certaines Ouais, c'est idées. normal, c'est tout à fait Donc, normal. Des fois, on cherche ses mots, etc., etc. Donc, et j'espère que la vidéo sera appréciée par la majorité. Mais j'espère aussi qu'il y aura des haters parce que ça fait monter, tu sais, ça fait monter ça l'audience. fait, bah, de toute façon, ça fait une vue, hein, donc Bah voilà, de toute c'est façon. toujours Mais de toute façon, appréciable. heureusement que les haters sont là quelque part, Bah, parce quelque que c'est part, eux qui vont partager entre eux s'ils n'ont pas aimé le voilà, contenu. c'est ça. Mais Donc j'ai voilà. beaucoup d'empathie pour eux. Bah Je dois ouais. dire que ça me rend très triste. Heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils sont là. Merci beaucoup, Vin, c'était super, Avec plaisir, extra. Nico. Et bon kiff pour la boîte tout de suite. Ouais, bah écoute, Mange bien. je vais faire un unboxing et puis voilà, si ça me plaît, je vais en offrir à toute ma famille, hein. Super, merci, hein, Vince. Allez, à très bientôt. Allez, à Salut très l'équipe. bientôt, Nico. On a enchaîné de dingue, non? Ouais, enchaîné de dingue, c'est-à-dire 1h30.
C'est plus long, ouais.